Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le lundi 17 octobre 2016 et c'est déjà le 25e épisode de DevApps. Je suis donc Denis Voituron et je suis accompagné de mes deux comparses habituels, à savoir Christophe Peunier et Richard Clark. Bonjour Christophe, ça s'est bien passé les enregistrements Lifetime OMS Experience? Bonjour Denis, bonjour tout le monde, c'était génial. Ah, on s'est bien de amusé, faire je un pense. vrai live, ouais, puis merci d'être venu Ouais. dans l'équipe, c'était vraiment sympa. Oh, De faire du live comme ça. Merci à vous surtout, c'est toujours très agréable de retrouver des gens qui ont la même passion, donc c'est toujours chouette. Et bonjour Richard aussi, puisque tu nous accompagnes Bonjour. depuis quelques semaines maintenant, c'est bien. Tu vas encore nous abreuver de tes actualités, c'est ça? Oui, on n'a pas énormément, mais il y en a surtout une qui est vraiment très, très importante. Ah ouais, bon, on va voir ça dans quelques minutes. Juste après notre premier sujet, puisque justement, lors des 2 jours où on a été passer notre tête à Paris, nous avons croisé notre invité du jour, qui a accepté très gracieusement, je vais dire, de nous rejoindre aujourd'hui, à savoir Mitsuru Furuta, dit Mitsu pour les intimes, c'est ça? Bonjour Mitsu. Bonjour à vous, merci de l'invitation surtout. Richard, toi qui connais bien Mitsu, car vous êtes deux légendes vivantes dans le monde du développement.net, est-ce que tu peux nous le présenter rapidement? Oui, bonjour Mitsu, donc ici légende numéro 1. Oui, donc tu as fait tes études dans une école d'informatique à Paris, puis ensuite tu as commencé ta carrière en 1997 comme développeur, consultant et formateur auprès de la société Probase. En 1999, tu passes consultant technique chez FI Systems et en 2003, tu rejoins Microsoft dans le département qui s'appellera plus tard, qui s'appelle actuellement DX, donc relations techniques développeurs. Donc où tu as fait pas mal d'animations. Et en 2011, tu crées ta propre structure, Sensorit, avec Dick Langtil. Sensorit, où tu es le CTO, si je ne m'abuse. Exactement, c'est un Et bon résumé. voilà, donc j'oubliais également que tu es aussi joueur de tennis. Bon, mais ça, je passerai un peu là-dessus parce que tu as toujours refusé de prendre une raclée contre moi. J'attends toujours que tu oses venir. Oui, c'est ça, oui. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Sensorit, savoir ce que vous faites, combien vous Oui, êtes, etc. bien sûr, bien sûr. Donc avec Dick Lantim, pour ceux qui le connaissent, on est deux anciens de Microsoft. On travaillait en effet sur l'adoption, au sens large, de la plateforme de développement de Microsoft, donc principalement .NET à l'époque. Et puis, on avait quand même un goût pour ce qui était interface et expérience, surtout Dick qui s'y était consacré plus spécifiquement dans les dernières années. Et moi, j'étais aussi langage. Enfin, bon, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressent, mais l'interface, c'est une partie que je trouvais très intéressante également. Et voilà, fort de ce constat, puis on avait envie de bouger un petit peu. On a monté ces structures qu'on a dédiées donc dans un premier temps, bien qu'on maintienne toujours cette activité, à la création de développement d'expériences. Donc, on développe des POC pour des entreprises, pour tout ce qui est vraiment de l'expérience utilisateur, de manière, ce qu'on appelle nous, disruptive, c'est-à-dire en gros tout ce qui n'est pas clavier-souris. Donc, toutes les façons de capter finalement l'intention d'un utilisateur. On a bossé avec énormément de capteurs, donc alors du touch classique, mais aussi des systèmes en lien avec la recherche, de l'INRIA ou du CEA qui permettent, on avait par exemple tactilisé une table en bois IKEA toute simple, sur laquelle on pouvait faire quelques gestures et interagir avec une télévision. On a utilisé la Kinect, donc pour la reconnaissance à base de systèmes vidéo, optique en tout cas. On avait par exemple pour Sanofi développé un système qui permettait en salle blanche d'interagir avec leur système informatique sans contact, ce qui leur permet d'éviter de ressortir de la salle et de refaire tout le cycle sanitaire qui prenait une demi-heure. On a fait des visions à plus ou moins long terme sur est-ce que un système de reconnaissance oculaire, par exemple, pouvait aider un trader à devancer 9 écrans. Voilà, ce genre de choses. Donc, ce sont des prototypes qu'on développe toujours, quoi qu'il arrive, autour de l'expérience.
Et puis, une des expériences qu'on a menées chez Renault, je peux le dire aujourd'hui, hein, pendant 1 an et demi, c'était autour de la création d'une salle de créativité. Donc, il y avait on avait conçu une salle entière qu'on avait designée, et avec un très grand écran tactile, une table tactile, des tablettes, un paperboard numérique qui n'était autre qu'un écran mis en mode portrait, mais un peu comme un paperboard. Et puis, voilà, donc on avait le métier, c'était la création l'animation une séance de créativité, donc avec la gestion de post-it qu'on pouvait envoyer d'un poste à l'autre, etc. Et, ce prototype, on en a fait un produit qu'on vend depuis 2 ans, qui s'appelle Yellow. Et aujourd'hui, qui s'est bien sûr étoffé, hein, et qui permet d'animer numériquement toute séance à base de post-it, aussi bien dans le visual management, avec des méthodes comme Lean, que dans le brainstorming. Ça reste Bonjour Mitsu. Ça reste des activités extrêmement geek et vachement intéressantes. Tiens, tu travailles avec un ami que je connais, Julien Noble, ou il était stagiaire peut-être, je ne sais plus. Oui, il était stagiaire, il a travaillé 2 ans chez nous, et puis D'accord. il est reparti vers une autre aventure en début 2016. Mais tout ce que tu nous décris là, ça me fait un petit peu, ça te résume bien parce que pour ceux qui sont venus aux ex-Tech Days, là où il y avait le Coding for Fun, tu faisais partie de cette grande équipe qui nous faisait poil et de rire, mais surtout qui nous rabaissait bien bas dans notre fauteuil lorsqu'il fallait qu'on utilise le C#. Et là, on se disait, bon, les gars, il y a encore du boulot, on n'a encore rien appris, quoi. Enfin, on sait toujours rien quand on t'écoutait, quoi. Coding for Fun, c'était une grande aventure, ça en effet. Je l'avais créé la première année des Tech Days. Avant, il y avait les Dev Days, je ne sais pas si vous vous souvenez, et on est passé en multitrack. Donc, on a commencé à avoir beaucoup plus le choix de faire des sessions, et je me suis dit, sur les 300 sessions, on va bien en faire une pour se marrer. Et dès la première année, j'avais proposé à David Catu, voilà, je me suis dit, quel est le tordu qui pourrait faire ça avec moi? Et je connaissais David, hein, et je lui ai proposé, il a dit banco, et voilà. Et puis, on est passé de la plus petite salle à la moyenne salle. Ça doit bouffer un temps, non, au de grand préparation, à mon amphi. avis. C'est des semaines de travail. Hein. Ouais, alors ça dépendait des années, mais c'est souvent arrivé que ça nous prenne plus de temps que la préparation de Ah oui. l'ensemble des autres sessions qu'on avait à faire. Hein. Mais tu te rends compte que vous faisiez des entrées rien que pour vous. Les gens ne venaient au Tech Days que pour voir Ouais, ces alors, 2 grosses sessions qu'il y avait en parallèle avec les codines. C'était quoi l'autre? Geek in the House. Dick in the House. bon, alors, vous allez me faire rougir là, mais oui, ça posait même des soucis en fait, parce que il y en a des speakers qui étaient sur le même créneau, qui commençaient à gueuler au fur et à mesure des années, parce qu'ils savaient qu'ils auraient filé un créneau facile. Hein. En fait, vous auriez Et- pu créer une journée MS Experience rien qu'avec cette session-là, quoi. Et vous faisiez dans la plénière la salle comble finalement. Ouais, Ah, si. pas exagéré, Si, je mais pense qu'il y aurait eu suffisamment en fait, de si. gens, hein, à mon avis, tout le Si, monde si. serait là, c'est bien. Je sais pas si tu t'en rendais compte, mais dans les couloirs du Palais des Congrès, j'avais jamais vu des queues aussi importantes. ah oui, c'était fou, hein, c'était fou. Hein. C'est bien. Et euh, on avait voulu euh, comment dire, le créneau également. On l'avait voulu, hein, en fin de journée. Et en fait, je pense que c'était une des clés aussi du succès, ce qui rendait ça sympa, mélangé dans une journée où il y a plein d'autres trucs intéressants. Parce qu'on est quand même fatigué en fin de journée si on a vraiment suivi pas mal de slots. Donc c'était un bon moment où les gens sont fatigués, ils sont prêts pour se détendre un peu et rigoler. Et c'était en fin de journée, c'était un bon choix Surtout, aussi de les effectivement. mettre à Surtout ce moment-là de la après journée, beaucoup je de sessions C'était le bon techniques, temps. de technologie Microsoft, de C#, Ça, ouais. puisque c'est aussi le sujet qu'on va parcourir aujourd'hui, c'est le framework.net, avec tous les avantages, toutes les particularités, et on va donc commencer à se plonger en profondeur. Tu vas nous expliquer tout ça pour se plonger en profondeur dans les concepts clés du langage. C'est ce qu'on t'a demandé un petit peu ici, c'est de résumer un petit peu peut-être toute l'évolution, quelles sont les notions, les premières notions importantes, quelles sont apparues, à quel moment, pourquoi, dans la toute première version de .NET. Et si on commence par le début, on peut peut-être dire la première chose que Microsoft a mis en place, c'est le code manager. Et donc, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui débarque un petit peu dans ce langage, dans cette technologie? Qu'est-ce que c'est le code manager? Est-ce que tu sais nous expliquer à nos auditeurs ce que c'est et qu'est-ce que ça implique? Quels sont les avantages? Oui, bien sûr. Alors, on va parler de C# en effet dans cette heure qui suit là, et c'est un cas particulier, un petit peu comme Java, hein, dans le sens où il a été conçu pour une plateforme d'exécution, hein, qui s'appelle .NET, hein.
Alors que d'autres langages, quasiment tous les autres langages, ne ciblent pas de plateforme particulière. Là, et d'ailleurs, .NET lui-même offre bien sûr la possibilité de compiler plein d'autres langages. Mais voilà, C# quand il est sorti, c'était un nouveau langage qui est sorti en même temps que le framework .NET et qui était conçu pour tourner sur ce framework. Voilà. Le code managé, on va l'opposer au code natif. Je ne vais pas parler des interpréteurs, je les mets de côté. Mais le code managé, il y a plusieurs enjeux à avoir à tourner dans une machine virtuelle, même si j'aime pas forcément ce nom pour .NET, mais je vais l'utiliser quand même. Il y a l'abstraction de l'OS. Bien sûr, ça s'est pas vu immédiatement dans les premières versions de .NET, parce que le framework en tant que tel est quand même pas mal attaché à Windows, mais c'était une première étape importante. Et aujourd'hui, principalement, le travail d'une machine virtuelle, c'est d'abstraire tout ce qui est physique, donc l'accès au réseau, l'accès aux entrées-sorties classiques, aux fichiers, aux interfaces d'input, clavier, souris, etc. Et puis tout ce qui est affichage, donc, là, à travers différents frameworks. Donc ça a été fait. Même si on prend la couche de WinForms, qui est apparue au tout début de .NET, ça crée une abstraction, même si derrière c'était des objets Windows. Ça crée une abstraction. Au fur et à mesure du temps, il y a d'autres frameworks qui sont arrivés, notamment avec XAML, qui ont permis de s'abstraire encore plus du moteur d'affichage qu'on avait derrière. Et puis on le voit aujourd'hui avec les Universal Apps, on arrive à faire tourner tout ce code-là à travers, sur plein de devices différents avec des versions de VM différentes. Et du coup, le but est atteint, mais c'est un très, 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 très gros travail. Et surtout, l'ensemble des librairies qu'il a fallu exposer pour abstraire tout ça. Donc, en effet, si on parle vraiment de code managé, ça fait plutôt référence à la VM, mais les dépendances sur les librairies sont énormes aujourd'hui. Et depuis Java, puis .NET, il y a eu quasiment, je pense, une immense majorité des nouveaux langages qui se sont créés, qui se sont basés sur ces bytecodes, parce que le boulot de refaire les librairies d'abstraction est tellement énorme que si aujourd'hui, c'est extrêmement tentant aujourd'hui de se baser sur du bytecode Java ou .NET. Si on veut développer un nouveau langage, au moins on n'a pas à se refaire l'ensemble de ces librairies. Si je reviens plus sur la définition d'une plateforme managée, donc par opposition à du code natif, c'est qu'elle est virtualisée, elle est encapsulée dans un modèle qui l'éloigne donc de l'OS et qui le sécurise. Un des points clés de la création du framework .NET, ça a été de faire un langage et une plateforme d'exécution qui soit plus sûre. Si on prend des langages natifs qui sont de type impératif, si je prends du C par exemple, toutes les boucles que je vais faire, toutes les instructions, finalement, ce sont quelque part des versions plus haut niveau, mais de code machine. Et on voit très bien le code, les sauts, les tests que ça va engendrer en assembleur. Et ici, et les erreurs potentielles, puisque comme on est près de la machine, en C, par exemple, on autorise de tout caster. On peut caster n'importe quel type dans n'importe quel autre. Après, ça plantera si ça ne marche pas. Mais le cast est autorisé parce que finalement, tout est pointeur de manière sous-jacente. Et ici, dans le code managé, donc un des premiers efforts, c'était la gestion de la mémoire. Et la mémoire, comme en Java d'ailleurs, est gérée de manière très particulière. Déjà, le bytecode, donc ce qui remplace le code natif, le bytecode, n'autorise pas d'accès au pointeur. Alors, il y a une possibilité en unsafe, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, qui n'existe déjà plus en Universal App. Mais les variables par défaut en code managé sont des références. C'est-à-dire qu'on ne manipule jamais un pointeur et la valeur pointée, on manipule que des références en .NET. Donc voilà, donc on n'a plus la référence physique à l'emplacement d'une donnée en mémoire. C'est très important parce que le code managé, la machine virtuelle va automatiquement gérer la mémoire. Donc ça veut dire quoi automatiquement gérer la mémoire? C'est-à-dire que vous avez l'habitude de faire des new avec des objets.
on ne se préoccupe plus de l'emplacement où va être allouée cette mémoire, et surtout on ne s'occupe plus de la libération de la mémoire. Donc, et également, la mémoire se fragmente naturellement, c'est tous les OS. Les langages natifs ont également cette problématique, et en général gèrent ce qu'ils appellent un tas. Mais en .NET, ce tas, il est dynamique, et il y a un ramasse-miettes, un garbage collector, qui fait de manière complètement transparente également le travail de se débarrasser à la fois des objets qui ont été détruits, qui ne sont plus utilisés, et à la fois de recompacter la mémoire. On voit quand même des développeurs qui le feront eux-mêmes, même si le garbage collector le fait, mais j'ai déjà vu du code source où le développeur par lui-même, il va nullifier, mettre un nothing, bref, tu vois ce que je veux dire, le faire par lui-même. Finalement, il n'est pas obligé. Alors, il y a plusieurs façons. Alors, ce modèle, il est extrêmement souple pour une énorme majorité des développeurs. C'est-à-dire que quand on a la responsabilité de disposer d'un objet sur 2 millions de codes, je pense qu'il n'y a pas un développeur au monde qui se dit « moi, je suis sûr que j'en ai pas loupé un ». Ouais, bien sûr. Du coup, là, c'est quand même extrêmement confortable de pouvoir se dire que c'est pas notre problème. Alors, il peut y avoir d'autres problèmes. C'est clair qu'on a un lien qui est caché, qui maintient un objet en mémoire, et ça peut trouver ce qu'on appelle des fuites mémoire, mais le terme est des fuites classiques. C'est-à-dire qu'on a gardé un null sur un objet et qui empêche le garbage collector de s'en débarrasser. Après, ce qu'on peut personnaliser, on peut ne pas être content de la façon dont le garbage collector fonctionne. Et en effet, il y a une classe, on peut y accéder par code, pour imposer à des moments la libération ou la collection. Donc, il y a deux tâches principales, la libération des objets, et puis la collection, c'est-à-dire recompacter, éviter qu'il y ait des trous, des fragmentations, recompacter la mémoire. Donc ces étapes, elles sont gourmandes, c'est pas négligeable. Notamment, ça bouge la mémoire. Donc c'est pour ça c'est important qu'on n'ait pas de référence à des pointeurs. En C#, il y a une extension qui s'appelle lock, qui empêche justement un buffer d'être déplacé. Mais quand on recompacte la mémoire, le pointeur sous-jacent qu'on ne voit pas en C#, il est réellement déplacé. Le bloc qui était alloué là, il a été recompacté, il est plus loin. Donc c'est pour ça que c'est important que le développeur n'ait pas sous la main le pointeur, parce qu'il n'est pas fiable. Et du coup, évidemment, ces déplacements de mémoire, ils peuvent ne pas aller à un développeur qui fait peut-être un code un peu particulier, mais qui par exemple, alloue des très gros blocs de mémoire, parce qu'il fait de l'imagerie, ou il fait du Kinect, il gère ou de la 3D, il gère des très gros buffers, des textures ou des vertex ou je ne sais quoi. Et il va considérer que le garbage, finalement, il n'est pas performant. Et il va considérer que lui, il veut le faire à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il va avoir un bloc fixe. D'accord. Donc, il y a des... Un peu comme en C, avec lock, on peut piner la mémoire. Et pour dire, non, ce bloc-là, le garbage ne l'utilise pas. Mais on a déjà un petit peu cette approche, quoi qu'il arrive, avec du C classique. On peut faire un global alloc plutôt qu'aller taper sur des mémoires... plus classique. C'est vrai qu'ici, .NET fait quand même une gestion. Si on ne fait rien, il va s'occuper de tout, en quelque sorte, et on a moyen d'interférer dessus, mais de manière standard, il s'en occupe, c'est ça. Ok. Après, le but encore une fois, du code manager, c'est la sûreté. Et dans la sûreté, il y a également le typage qui existe dans tous les langages, mais je parlais de cast tout à l'heure, extrêmement libre, même complètement libre en C. Il y a d'autres langages qui sont un peu moins libres, mais qui ont quand même quelques libertés. En .NET, on n'en a quasiment pas. Le type checking est extrêmement fort. Donc, souvent, même à la compilation, on est arrêté. Il y a des type checking qui ne peuvent être effectués que plus tardivement. Mais la plupart du temps, on est arrêté même à la compilation. Et donc, ne serait-ce que sur les booléens, donc ça c'est des exemples classiques. Je prends l'exemple classique des booléens et des enums. En C, l'évaluation d'une comparaison d'égalité, par exemple, renvoie à un entier. Donc le if, c'est sur un entier. Si c'est une valeur 0 ou non nulle. Et si jamais on se trompe, on fait if i égale 1 au lieu de égal, ça fonctionne en C. Et pour un peu qu'on n'ait pas de bol, on tombe sur la bonne valeur. Et on voit le bug très tardivement. Voilà, c'est tout simplement une erreur qui n'est plus possible en .NET.
Et les enums également, de la même manière, hein, en Java ou d'autres langages, très très souvent, ou même dans l'API de Windows, hein, on a des énormes collections de constantes, hein, qui définissent des énumérations au sens fonctionnel. Et souvent, ce sont des constantes de type int qui valent 1, 2, 4, 6, 8, etc. Et on peut très bien se tromper et affecter cette valeur à un autre type attendu, puisque au final, ce sont tous des int, et avoir les soucis que ça engendre. Ici, les enums sont typés en .NET et on ne peut pas placer une enum là où une autre enum est attendue. Donc, ce sont des exemples très simples, hein, qui permettent de sécuriser tous ces accès. Et au final, c'est quand même énormément de code. Au niveau, tu l'as peut-être cité, mais au niveau conversion de type, il y a les notions de boxing et unboxing qui font ces opérations de manière automatique. Ouais, alors ça, c'est encore un point un peu plus particulier. Donc, n'oublions pas qu'on n'a pas accès au pointeur, hein. Et du coup, les questions classiques, hein, qu'on a dans le langage comme du C, hein, de se dire est-ce que je suis directement sur ma structure ou est-ce que j'ai un pointeur sur la structure, ces questions, elles sont extrêmement simples en C, hein. Même une classe, quand on l'instancie, hein, on peut l'instancier en tant que structure et pas en tant que référence. Donc on n'a pas cette question, enfin on l'a tout le temps plutôt. Alors qu'ici, on se retrouve avec des classes qui par nature sont des types de référence. Donc le fait de déclarer une structure comme classe et non comme struct, rien que dans sa déclaration, fait que toutes les références à ces instances seront par nature des références. Et alors que sur une struct, la même déclaration sera la structure elle-même. Du coup, ça pose des soucis parce que de lecture également et de la gestion de la nullité. C'est-à-dire que est-ce qu'une structure finalement, c'est pas un pointeur finalement en .NET, hein, c'est la valeur. Si on fait A égale B, que ce sont deux structures, on a une recopie et non pas une copie de la référence. Et si je veux gérer la nullité, donc un petit peu comme en base de données, hein, on peut autoriser la nullité d'un élément. Et du coup, voilà. Donc, la première solution qu'a proposé le framework dès le début, c'est de faire un boxing de ces objets en partant du principe que tout était objet, y compris les structures, et tout dérivé de object, qui est une classe. Donc, quand on met une structure dans une classe, avec les types primitifs, hein, donc tous les entiers ou toutes les structures, ben, par défaut, elle est boxée. Elle est boxée, c'est-à-dire qu'elle est encapsulée dans un objet. C'est un petit coup, mais au moins ça permet d'être homogène sur l'ensemble des objets que l'on peut connaître dans .NET et d'avoir une classe unique de référence qui est object. Et dans la version 2, si je ne me trompe pas, pour gérer ce problème de nullable, c'est-à-dire que pour que également des références vers les structures puissent être considérées comme nulles, ils ont rajouté un truc qui est tout simple, hein, qui est une petite encapsulation à travers un type qui s'appelle nullable, qui encapsule le type qu'on lui fournit, hein, c'est une classe générique, et qui ajoute à côté quelques octets pour stocker un booléen pour dire si la valeur est nulle ou pas. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas en Java, ces notions-là? Il y a une... Tu ne sais pas? Mais le boxing, unboxing, genre en Java, je ne pense pas, hein. Ils sont obligés de faire les conversions eux-mêmes, non? C'est ça, ok. Sur les conversions, oui. Oui. Le nullable, je ne sais pas. Alors, tu parlais de la version 2 du framework .NET. Moi, il y a une chose surtout qui m'a retenu sur la version 2, c'est l'apparition des génériques. Alors, il y a deux trucs qui sont énormes, hein, en framework 2. Alors, il y a un point assez marrant à savoir, hein, c'est que les génériques, ils étaient quasiment prêts pour la V1. Et ils ont... c'était compliqué. Et il fallait vendre le framework .NET, hein, fallait que le système fasse ses preuves. C'est un système qui visait tout le monde, hein, tous les développeurs, y compris pour les développements avec 50 ou 100 développeurs. Donc il fallait vendre .NET aussi commercialement, hein. Java était partout à cette époque, hein, côté serveur. Donc ils ont préféré faire une version simple dans un premier temps, tâter un petit peu l'adoption et l'enrichir au fur et à mesure. Je pense que c'était pas un mauvais choix. Puis après, les orellistes et compagnie ont disparu assez rapidement. Mais en effet, il y a cette possibilité de déclarer des generics. Alors, les generics, c'est vraiment très intéressant parce que
La première fois qu'on les regarde, on se dit, bon, c'est comme des templates en C. C'est-à-dire que j'écris avec T, et, et puis après, plus tard, quand j'utiliserai, quand je mettrai un autre texte à la place, ce texte va remplacer T. Hein, c'est un peu la définition qu'on a des templates en C, mais au niveau du pré-compilateur. Hein. Vous voyez ce que c'est, hein, tout le monde l'est en C, c'est que c'est résolu à la première phase d'analyse syntaxique. Et en gros, c'est un gros copy and replace sur le template. Ici, ça ressemble énormément, sauf que c'est extrêmement restreint. C'est-à-dire qu'on peut le faire à 2 ou 3 endroits des éléments du langage, hein, sur les classes, les interfaces et les délégués, et les méthodes, et c'est tout. Donc, alors qu'en C, c'est vraiment du texte, on peut le remplacer quasiment partout. Et la puissance est énorme, mais la confusion est énorme aussi. C'est-à-dire qu'on peut tomber des fois sur des sources en C qui sont juste imbitables, hein, et qui sont voire même extrêmement dangereux au niveau de la conception du langage, parce qu'on rentre assez vite dans cette logique de « Ah, d'accord, donc en gros, toute ma factorisation, là où on aurait certainement plutôt préféré de l'héritage ou une interface, ce genre de choses, ben on va se mettre à remplacer, parce que c'est facile, conceptuellement, à mettre du texte, à faire des remplacements de texte. » Et là, finalement, ça a été restreint. Et moi, je trouve que c'est un exemple intéressant d'un domaine qui a été restreint et qui est devenu puissant. Oui, parce qu'il est facile à comprendre aussi. Et parce qu'il est facile à comprendre, parce qu'il est restreint, parce que, encore une fois, on a tout le framework.NET aussi qui montre l'exemple. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a encore une très grosse différence entre utiliser des generics qui est extrêmement simple, hein, comme un new list de string ou de int, et puis créer des generics, ce qui est toujours un peu plus compliqué. Donc dès le framework 2, il y a énormément de classes qui sont retrouvées génériques, hein, comme les listes, hein, qui ont largement remplacé les oralistes, et dont tout le monde comprend le bénéfice instantané de l'usage, hein, puisque tout devient typé, on n'a plus de tableau d'objects, et également au niveau de la performance, hein, du coup, la classe est réellement typée, comme si on l'avait écrite dédiée dès le début pour des strings ou pour des ints, c'est pour ça. la classe. Une autre notion aussi, c'est tout l'aspect des listes, on va dire, de tout ce qui est ce qu'on appelle des e-enumerables. Donc là aussi, c'est un concept qui est peut-être déjà simple à la base, mais qui est aussi très puissant. Donc, tu sais nous parler surtout du mot-clé yield. Je pense qu'il n'est pas souvent utilisé et peut-être souvent très mal compris aussi. À quoi il sert, comment il fonctionne. Alors, je vais redire juste un petit mot, là, si tu veux venir sur le slide d'avant, là, sur les generics. Également, une particularité assez énorme par rapport à des templates, c'est que les génériques se compilent dynamiquement. Alors, à la compilation, ils sont résolus, mais pas à l'analyse syntaxicale, au moment où on compile la ligne. Et donc, on appelle ça, le type générique, c'est liste de T, et on dit que le type est fermé une fois que l'ensemble de ces paramètres génériques sont définis. Donc, liste de int, c'est un type. Hein. On peut faire type-off de liste de T, et on peut faire type-off de liste de int. D'accord ? Le premier est générique, le deuxième ne l'est pas. Le deuxième, c'est un type complètement statique, puisqu'il est entièrement défini, comme un type qu'on aurait défini à la main. Et une particularité vraiment de cette approche, c'est que les types peuvent être fermés à l'exécution. C'est-à-dire qu'on peut, de manière dynamique, interroger le type, et on peut créer un type dynamiquement d'un objet qu'on ne connaît pas encore, et l'instancier, et une méthode aussi, hein, en faisant un peu d'appel à la réflexion. Et donc tous ces mécanismes sont dynamiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mécanisme qu'on croit être juste dédié à la compilation pour fermer un type générique, il est embarqué dans le code également. Et je vous rappelle que framework.NET inclut le compilateur .NET à l'intérieur, hein, puisqu'on peut générer dynamiquement de l'IL, mais on peut également compiler dynamiquement. C'est toujours embarqué dans le framework.NET, c'est dans le runtime, donc on est sûr d'avoir avec soi le compilateur. Et c'est ce qui se passe lorsque... alors évidemment au niveau du JIT, mais c'est ce qui se passe également ici, lorsqu'on est capable de fermer un type générique de manière dynamique à l'exécution. Donc ça, c'est des parties qui sont vraiment très intéressantes, surtout au niveau de la performance. Hein. On peut utiliser de manière dynamique, voilà, dire tiens, T, ça sera my class. Et de manière ça dynamique, donne un peu les prémices de ce qu'on va avoir d'ici quelques slides aussi, le mot-clé dynamique ou pas ? C'est vraiment lors de la compilation. Non, pas du tout. Non, pas du tout.
C'est à l'exécution, là, il y a par réflexion, on peut renseigner Oui, c'est ça. Ouais. les T, qu'on a Ok. qui sont définis dans un type générique. Alors, alors, il y a donc dans le framework 2, hein, donc, et la générique qui sont vraiment une base énorme. Hein. Et il y a également les itérateurs et les méthodes anonymes qui sont deux éléments extrêmement importants pour la suite. Hein. Les méthodes anonymes également, c'est fondamental. Ouais, Ce que on ça va reparler apporte, et peut-être c'est après là dans depuis le 2 slides, framework 2. celui-là aussi. Ouais. Et ouais, tout à fait. On a mis beaucoup de temps à comprendre vraiment l'étendue de la puissance que ça apportait, et également les itérateurs qu'on retrouve dans d'autres langages hein, modernes, euh, euh, comme en Python par exemple. Et là, on commence à avoir des trucs un petit peu magiques. C'est-à-dire que c'est plus. On peut considérer qu'un compilateur hein, qui analyse une syntaxe, c'est toujours un petit peu du sucre syntaxique quelque part, parce qu'une boucle for, finalement, ça fait des if et puis des jumps. Hein. Et puis, mais là, ça devient un peu magique. Le compilateur fait un travail monumental pour transformer ce qu'on croyait être un code classique et linéaire dans complètement autre chose. Donc, le but d'un énumérateur, c'est quoi? C'est se dire finalement, je voudrais, si je vous dis, extrayez-moi finalement le fonctionnel de ce qui est nécessaire à exécuter une boucle. Une boucle, c'est quand même. Alors, une boucle en lecture seule vers l'avant, hein, donc comme un for ici, ou un for each. C'est quand même la base de la programmation, hein, les boucles. Du coup, le fonctionnel finalement minimum, c'est quoi? C'est même pas d'avoir un compteur, hein, c'est de pouvoir lire un élément et de pouvoir avancer sur cette énumération et de me dire si je suis à la fin de l'énumération ou pas. Je vais faire un comparatif très simple avec du SQL. Si on récupère un curseur SQL, c'est un curseur en lecture seule vers l'avant. On peut donc demander au curseur d'avancer. Il va nous dire s'il y a une donnée ou pas. Et on va pouvoir lire le record qui a été renvoyé. Tout le monde voit ce que je veux dire là. Donc c'est l'interface minimum pour faire un parcours finalement. Et du coup, en effet, array, list, collection, etc. implémentent tous un énumérateur puisqu'on est capable de les parcourir. Et donc, avec un énumérateur, on ne peut même pas accéder au IM élément comme dans un tableau. Hein. Hein, on est obligé de le parcourir depuis zéro et d'avancer. C'est l'interface minimum. Et donc, ça donne une classe quand même fondamentale. Hein. C'est-à-dire que c'était toujours finalement une galère de se retrouver. On avait un prototype qui attendait un array, un autre qui attendait une liste. Et puis évidemment, on avait la variable inverse. Et il fallait la transformer en array, ou il fallait la transformer en liste. Et tout ça avec des recopies de références, etc. C'était quand même hyper galère. Alors que finalement, à 90% du temps, le parcours nous suffisait, et donc Enumerator suffisait largement. D'accord? Et voilà. Donc, alors, je ne vais pas rentrer dans la complexité de Enumerator et Enumerable, mais Enumerable, c'est une factory d'Enumerator. Donc, c'est une classe qui est d'un peu plus haut niveau, qui nous fournit un Enumerator. Et donc, toutes les classes qui fournissent, qui sont énumérables, hein, implémentent cette interface. Et le compilateur C# donc dans sa version 2, propose plutôt que de se taper l'interface à implémenter et l'énumérator, hein, donc ça fait faire des classes à chaque fois, l'implémentation de ces deux interfaces, et bien propose ici de le résoudre, l'implémentation d'énumérator à travers le langage. Donc la ruse, elle est quand même colossale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le code que l'on voit ici sur le slide, hein, donc là, pour ceux qui ne voient pas, donc c'est juste une méthode qui renvoie un enumerable de int et qui a tout simplement une boucle for qui contient un yield return. Ça, c'est l'implémentation de l'interface enumerator, alors qu'on le voit absolument nulle part. Donc là, la magie opère complètement au niveau de la compilation. Et ce code qui paraît linéaire à la lecture va en fait implémenter un objet qui va implémenter les deux méthodes nécessaires au parcours d'une énumération, qui donc les deux méthodes de l'interface enumerator, qui sont moveNext et l'accès current, donc à l'élément courant. Et voilà, ici on ne le voit absolument pas. Ici on peut boucler. Et en fait, l'appelant qui va appeler cette méthode-là, qui renvoie un énumérable, lui, il voit juste qu'il peut faire un for each par exemple dessus,
celui qui a fait l'effort d'implémenter cette méthode, ça a été Mais quel extrêmement est simple pour lui. l'avantage d'utiliser le mot-clé YEL tel qu'il est ici, plutôt que de créer directement et de renvoyer le résultat total? Donc on pourrait très bien renvoyer ici, c'est la liste Alors, des nombres des powers. ah non, non, tout à fait. Alors, il y a deux questions dans ta question. Euh, on est convaincu de passer par un numérator plutôt que par une liste. C'est un premier cas. Auquel cas, là, ici, utiliser yield me permet de ne pas avoir à créer une classe supplémentaire qui implémente eNumerator. Ok. Donc, ça me fait développer une classe supplémentaire et ensuite implémenter eNumerable, donc ça c'est facile, qui me renvoie cet eNumerator. Oui, c'est J'ai ça. quand même Donc, beaucoup de code ça en simplifie le code. D'accord? Ça simplifie le code. Ensuite, pourquoi donc, je pourrais en effet, et on le fait parfois pour des raisons de performance ou parce qu'on connaît la nature du parcours qui va être fait. Parfois, on remplit juste une liste, d'accord? On remplit juste une liste et puis, comme elle implémente eNumerable, on lui fait renvoyer la liste. On fait return de notre liste en guise eNumerable. On a déjà le gain de passer par une interface, c'est-à-dire que je peux passer ensuite ce résultat de ma méthode à toutes les méthodes qui attendent eNumerable. Donc, je me détache du problème de méthodes qui attendaient des arrays ou des listes, comme on parlait tout à l'heure. Hein. Et par exemple, si j'avais envoyé une liste et qu'on m'attendait un array, il aura fallu que je le reprojette dans un array, ce qui est un effort supplémentaire au niveau de mémoire et performance. Donc là, déjà, en passant par cette interface, je deviens compatible avec tout ce qui est numère. Ensuite, ce n'est pas forcément une erreur. Il faut bien comprendre qu'une liste ou un tableau, c'est quand même assez performant. Alors, une liste, c'est quand même déjà un objet de haut niveau. Hein. Par contre, le plus performant, hein, si je veux faire ce genre d'opération, là, sans faire de yield, ce serait plutôt de faire new array sur un result, de lui donner déjà la taille, quand elle est connue, de count de mon énumération, et ensuite, à chaque fois que j'ai un résultat, d'aller le mettre dans mon array à la énième ligne. Ça, c'est extrêmement performant, parce que j'ai qu'une seule allocation. Je connais déjà la taille de mon résultat, etc. Par contre, on va le voir un peu plus tard avec Link, quand on veut traiter une liste de valeurs, une énumération, si jamais la liste elle est énorme, si elle fait 100 000 éléments, ma logique je remets dans un array à chaque fois, je réalloue un array de 100 000 une à chaque liste fois. énorme, alors qu'ici tu vas pouvoir passer du premier au deuxième. Voilà. Et... Alors ça se trouve, je veux juste la filtrer. D'accord ? Ou alors, ça se trouve, je veux arrêter mon énumération sur un cas particulier. C'est-à-dire faire un take tant que... voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est quand même dommage d'allouer tout le tableau, hein, ou d'utiliser un objet riche comme une liste. C'est ça, donc le mot-clé YEL, si je comprends, il va parcourir les éléments et retenir à chaque fois où il était pour que le suivant... Il va retenir donc l'emplacement pour que le suivant il ne recommence pas tout depuis le début et il repasse au suivant directement. Okay. Exactement. Imaginons qu'on ait un gros repository de données avec 100 000 éléments par exemple. Et imaginons qu'en plus je veuille le parcourir plusieurs fois avec des logiques différentes. Un qui fait un where, un qui fait un join, un qui fait un je ne sais pas quoi là. Et je peux garder un seul stockage mémoire finalement et le parcourir avec des logiques différentes de code. Ouais. D'accord ? Surtout si je me mets à les chaîner. C'est-à-dire que je peux faire un where, suivi d'un select, suivi d'un order, suivi de je ne sais pas quoi. Et auquel cas, ce serait quand même extrêmement dommage de reprojeter dans un array ou une liste à chaque fois qui va m'allouer 1, 2, 3 fois 100 000 références. Ok. D'accord ? Voilà. Il y a d'autres sujets en .NET qu'on avait déjà abordés ici sur le podcast. On avait déjà parlé de Link. D'autres choses, tu peux nous parler maintenant de ce qui seraient les méthodes partielles, les expressions lambda et aussi les classes. Alors, donc là, on passe à un framework. Et les classes ? Ah, les classes partielles, les méthodes. Alors, ça, c'est plus. Là, on tombe plus dans des utilitaires quand même, hein, mais qui. Et moi, j'étais étonné quand même de la simplicité finalement, du peu même hein, que ce mot-clé apporte et des possibilités que ça ouvre. Voilà. Donc là, c'est pas forcément une magie du compilateur, hein, loin de là. C'est même assez simple ce qu'il fait à ce moment-là.
Par contre, on cherche toujours plus de productivité. Et puis, on a, à travers la science, d'accéder aux données ou ce genre de choses, et puis de rendre des codes de plus en plus performants, enfin, surtout productifs, pardon, pas performants, donc dans l'idée de gagner du temps. On utilise de plus en plus de générateurs de code, soit en tant que tel, hein, on a vraiment un générateur de code et on a basé pas mal de logique là-dessus, soit à travers des outils comme Visual Studio, on a un descriptif WSDL par exemple, pour ne pas le citer, ou d'un dataset, et puis on fait tourner un générateur de code pour qu'il nous génère automatiquement les classes par rapport à un schéma WSDL par exemple. Donc bref, c'est très tentant d'utiliser des générateurs de code. Le problème infini de ces solutions, c'est que si on modifie le code, ok, on a gagné 4 jours de développement grâce au générateur. Par contre, on va quand même spécialiser un petit peu le code qui est généré, en modifiant quelques attributs, en rajoutant, en supprimant peut-être un. Comment je fais lorsque je veux régénérer le code? Si je récrase tout, je perds tout. En général, c'est le collègue qui fait ça, c'est pas toi. D'accord, ça c'est. T'as rien vu. Ouais, mais on finit par perdre du temps finalement, et enfin, en tout cas, à se poser des problèmes. Et voilà, donc ce petit patch là, il a été fait pour justement étendre une classe, continuer à écrire, parce que finalement c'est que ça, hein. Je continue à écrire la classe. C'est ça, et donc en pratique, voilà, c'est ça. On a un mot-clé partial, et en fait, voilà, c'est la même classe. Et c'est la même classe, la même portée. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de fichier qui porte une version principale de la classe d'ailleurs, hein. Les deux sont partiels et se complètent, donc on a presque l'impression, même ça se résout au niveau syntaxique, hein. C'est-à-dire qu'elles sont mergées, et c'est la même classe, c'est la même portée, ce qui est privé d'un côté est accessible de l'autre, etc., etc. Et du coup, évidemment, le scénario vraiment pour lequel ça a été pensé, c'est la génération de code. On peut générer du code. Le fichier employee.generated.cs, on le garde. On le récrase quand on veut, si le modèle qui l'a généré évolue. Et à côté, on peut spécifier la classe avec la même puissance que si on était dans la classe. On a accès à tout ce qui est privé, tout ce qui est virtuel, tout ce qu'on veut, dans un fichier à côté qui est employé. Et on complète la classe initiale par toutes les nouvelles méthodes, où là on spécialise les méthodes dont on a besoin, quoi. Voilà. On a même l'en-fait, donc on peut même lui faire implémenter une interface que l'autre n'implémentait pas. Okay. On peut tout faire. Donc c'est une solution qui est technologiquement extrêmement simple. On se demande pourquoi on ne l'avait pas fait avant, mais qui ouvre des possibilités énormes. Alors moi je rajouterais juste une chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent effectivement grâce à des générateurs de code. Il y en a d'autres qui l'utilisent pour mettre un petit peu leur code où ils veulent. Ranger, ça m'est arrivé. Ouais, je le dis pas fréquemment, mais... Et le problème, c'est qu'on a la classe employée, oui, on en a de partout, et on se retrouve plus dans la classe, quoi. Donc, ouais, je suis pas sûr qu'en effet que ce soit une best practice, mais ça dépanne, quoi. Ça m'est arrivé de les séparer. Alors, attention, hein, c'est pas un mécanisme qui est dynamique, hein, c'est pas un mécanisme de compilation. On peut pas mettre une classe partielle dans un module et la suite dans un autre. Oui. Il faut que ce soit dans le même code, ouais. Enfin, dans la même solution de code, le même projet de code. Soit dans la même assemblée. D'ailleurs, ils partagent le même namespace. C'est logique aussi. Etc. Mais voilà, la solution existe. Alors après, comme on dit souvent, on ne peut pas empêcher non plus les gens de se tirer dans le pied. Je pense que oui. Voilà, on peut faire en .NET tout en object, hein, et tout boxer. C'est catastrophique, mais c'est possible. Et si on parle de méthode, si on arrive là un peu plus sur les expressions lambda, méthodes anonymes, ça c'est quelque chose qui est aussi très très intéressant, je pense. Hein. Oui, alors là c'est très intéressant, pas plus pour pas mal de raisons. Donc au début, la première fois qu'on voit une méthode anonyme, on se dit bon ok, on peut faire une méthode dans une méthode. Ça ressemble à ça en tout cas. Et sauf que c'est bien plus complexe. C'est bien plus complexe à partir du moment où on réalise que la méthode, dans le code de la méthode anonyme, on peut accéder à la même portée que la méthode qui nous porte.
C'est-à-dire que si j'ai une méthode test qui porte une méthode anonyme, cette méthode test fait partie d'une classe myClass. Donc, depuis la méthode test, j'ai accès à quoi? À mes paramètres, à mes variables locales et à tout ce qui est en référence avec l'objet, donc toutes les données membres. Et bien, dans la méthode anonyme, j'aurai également accès à la même portée. C'est complètement transparent pour l'utilisateur, mais à un moment, quand même, on doit se demander, mais au fait, comment j'y ai accès? Et la manière dont il y a accès, elle est très différente de la manière d'une méthode. Une méthode d'instance, hein, accède à ces données membres à travers this. D'accord? Donc, contrairement à des langages classiques statiques, procéduraux, toutes les données membres sont double pointées, hein. On accède toujours, même si on n'écrit pas, à this.name lorsqu'on est dans une méthode classique. On a, et bien ici, la portée est différente. Dans une méthode anonyme, toutes les variables qui n'appartiennent pas à cette méthode anonyme, auxquelles on a pourtant accès, sont encapsulées dans un objet dont on ne connaît pas le nom, qui est généré par le compilateur. Et en gros, et qui va d'ailleurs porter cette méthode. D'accord? Donc cette méthode, on est en droit de se dire, mais au fait, elle est où? Elle est compilée dans quelle classe? Et si vous regardez dans le type dans lequel vous êtes, vous ne la trouverez pas. Par contre, si vous regardez dans Reflector, vous allez trouver dans une classe que l'utilisateur ne peut pas, dont l'utilisateur ne peut pas accéder, parce que le nom utilise des caractères spéciaux avec des underscores, etc. Et cette classe va à la fois porter la méthode et éventuellement les paramètres partagés s'il y en a. Du coup, ça en fait une méthode qu'on appelle pure, c'est-à-dire que cette méthode peut continuer son exécution même si l'objet qui la porte n'est plus là, même s'il est disposé. Donc le code qui se trouve dans une méthode, dans un délégué anonyme ou une méthode anonyme plus exactement, il va continuer à fonctionner même si l'objet derrière n'est plus présent, c'est ça? Ah oui. Exactement. Donc si par exemple j'attache une méthode anonyme à un événement, hein, sur un délégué par exemple, sur un button click ou sur un thread, hein, ou sur et qu'il finit par arriver et que ma méthode n'est plus là, eh bien, donc this n'existe plus, hein, c'est par rapport à une méthode classique, hein, this.name n'existe plus, mais si dans la méthode anonyme vous accédez à this.name, en fait, name a été recopié, donc sa référence, hein, dans un objet qu'on va appeler temp.name, et du coup, il est complètement autonome pour finaliser c'est pas dangereux d'avoir comme ça des parties de code qui peuvent fonctionner de manière un peu autonome, quoi. Alors non, c'est même beaucoup moins dangereux que de continuer à avoir des références sur l'objet. Indirectement, c'est une référence. On ne sait pas nous y accéder, mais là... Ah, c'est vraiment une recopie. Ah oui, ok. C'est une recopie, oui. C'est une recopie. Alors, oui, parce que sinon... Pas de la valeur, hein, mais de... Alors, si c'est des structures, c'est une recopie. Si c'est des entiers, etc., c'est une recopie. D'accord? Mais... je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait déjà du F#. C'est un langage qui est un peu particulier, hein, que moi je trouve extraordinaire, et dans lequel, par défaut, toutes les variables que vous déclarez, mais elles ne sont pas des variables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mutable en anglais, je crois que c'est muable en français, elles ne peuvent pas changer de valeur. Donc c'est un autre mot, c'est pas variable du coup, parce que par définition, variable, c'est quelque chose qui varie. Et ça paraît coûteux, gourmand, mais voilà, F# l'a résolu en modifiant la façon de parcourir, d'accéder aux données, etc. Par contre, le fait d'avoir toujours des versions finalement autonomes, des recopies, c'est un code qui est extrêmement sûr. C'est un code dans lequel c'est quasiment impossible d'avoir des effets de bord, puisqu'on ne peut pas dépendre d'un contexte extérieur qui a changé. Quand tu utilises une variable, le contenu c'est comme c'est d'une copie, le contenu ne change pas le temps que tu fais tout ton traitement, et il n'y a pas un autre process externe qui viendrait la changer. Voilà. Exactement. Et surtout quand le code se complexifie, hein, parce que c'est toujours là que les galères commencent. Hein. Donc si on commence à avoir du code asynchrone, voire parallèle, et que le contexte est partagé, le code devient complexe, et on se dit, on croyait que la donnée membre ne pourrait pas changer le temps d'exécution de la méthode, sauf qu'à un moment elle devient asynchrone, et que ce qu'on pensait valable ne l'est plus, et que le contexte a changé, et puis plus tard quand ma méthode anonyme s'exécute, le contexte a changé, et son exécution devient fausse. D'accord, donc c'est pour ça que j'avais mis un point sur l'opération parallèle également. C'est ce qu'on fait d'ailleurs la plupart du temps quand on veut faire du code parallèle. L'idéal, c'est de ne pas partager les données.
si c'est des données lecture, je généralise, hein. Si ce sont des données en lecture seule, il n'y a pas de souci. La plupart du temps, c'est un très bon réflexe de recopier des données dont on a besoin lorsqu'on fait une programmation parallèle. D'accord ? J'ai des données, par exemple, un view model qui est bindé à une interface. Si jamais je veux réutiliser ce view model pour faire un rendu bitmap de ce qu'il représente d'une vue, d'une de ces vues, mais je veux le faire pour pas que ça freine mon programme dans un thread à côté, pour générer le bitmap. C'est une très bonne idée de faire une recopie de ce view model et de la fournir à la classe qui va lancer ce calcul. Ça évite les problèmes, ça évite les problèmes au fur et à mesure. Ça évite les problèmes. Si d'autre côté, le view model qui est bindé à l'interface continue à vivre, si l'utilisateur tape dans le textbox ou je ne sais quoi, c'est une mauvaise idée que ça vienne perturber une exécution asynchrone qui est basée sur le même contexte. Donc, pour toutes ces raisons, les méthodes anonymes, et puis quand les lambda bénéficient de cette même structure, sont extrêmement sécurisantes par rapport à ta question, bien plus finalement que d'accéder à des variables qui sont hors de la méthode, comme des données Et membres. si on avance un peu, parce que là on prend un peu de retard sur notre planning, mais c'est pas grave, mais si on avance un peu donc, au niveau des options ou des fonctionnalités, je veux dire, supplémentaires, donc on a noté également tout ce qui est paramètres optionnels, l'argument nommé, le dynamique dont on a déjà parlé, mais qui n'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Donc comment ça peut intervenir et pourquoi le .NET a rajouté ce genre de fonction? Oui, alors tout à fait. Ici principalement pour l'interop. Donc il y avait d'autres raisons qui existaient aussi depuis la première version du framework.NET, et de C# plutôt. On a des surcharges, des overloads de méthodes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le même nom de méthode avec plusieurs prototypes, donc plusieurs définitions de paramètres d'entrée et de valeurs de retour, tant que on n'a pas d'ambiguïté. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop jouer avec Object, parce qu'il serait compatible avec d'autres paramètres. Mais donc, tant que le nombre de paramètres est différent, ça, le compilateur, on est sûr, saura distinguer les ambiguïtés. Et tant que les types sont assez forts pour distinguer les prototypes des uns les autres. Donc, tant que les prototypes arrivent à être distingués comme uniques par le compilateur, on a le droit de déclarer autant de fois un prototype de méthode. Et qu'est-ce que tu veux dire, l'intérêt d'avoir par exemple des arguments nommés aux paramètres optionnels? L'interop, c'est pourquoi? Ça permet d'avoir moins de prototypes. D'accord ? Parce que ces prototypes, ils finissent par quand même bien alourdir le code. Donc, si je prends par exemple une valeur par défaut, à la place de example method, si j'avais pas de valeur par défaut, oui, c'est ça. J'aurais dû créer deux méthodes, c'est ça, avec deux arguments. Une qui prend que un int et une autre qui prend un int et un string. Donc ça simplifie l'écriture. Tu vois ce que je veux dire ? Là où c'est encore plus vrai, c'est quand on fait de l'interop avec des objets comme de Word ou de Excel, où là on peut avoir 250 paramètres. Quoi. Voilà. Donc sur les paramètres optionnels, donc en effet, évidemment, il y a l'intérêt principal, ça a été quand même le support de l'interop, parce que les paramètres optionnels et nommés existent dans beaucoup de langages déjà, mais surtout dans le modèle COM, qui est une interface avec d'autres langages. Et du coup, pour le rendre compatible, aujourd'hui, c'était vraiment galère en C#. Alors ça existait depuis le début en VB d'ailleurs. C'était les paramètres optionnels, oui, et les deux, et les paramètres nommés. Et du coup, voilà, donc on se tapait, on n'avait qu'une seule signature énorme avec 18 paramètres en C# et on se tapait, les trois quarts étaient nuls. C'était un petit peu galère. Et puis même pour relire ton code, je veux dire au niveau des arguments nommés, moi ça m'aide constamment quoi. Parfois il y a des trucs que je sais pas, je saurais pas faire sans. Je l'utilise tout le temps. Tout à fait. Alors moi je l'utilise très rarement. Alors je fais pas beaucoup d'interop, mais je pourrais l'utiliser dans d'autres contextes. Voilà, le seul petit défaut, c'est que ça crée une dépendance sur la méthode. Mais bon, on ne fait pas tous les jours. Mais c'est vrai que moi j'utilise souvent aussi comme Christophe, mais quand il y a beaucoup d'arguments. Donc quand c'est des petites méthodes, très peu, ça va, mais ouais, c'est ça, ouais. 4-5, ouais, voilà. On ne tombe pas tous les jours sur un prototype à 18 arguments, mais ça arrive. Et quand c'est des arguments nommés, on peut les changer de position. C'est-à-dire qu'on peut positionner d'abord aid et après wide, etc. On peut mettre dans l'ordre que l'on veut. Oui, tout à fait. C'est un petit peu plus intelligent. Alors, une grande chose qui est apparue, c'est aussi pour tout ce qui est effectivement interop, c'est le dynamique. Alors, dynamique, en effet, je vais en parler rapidement.
Donc, alors Dynamics, ça fait peur à pas mal de monde, hein. Ce sont les variantes du VB6. Ce sont les variables de VB6, de JavaScript, de ce que vous voulez. Et puis on peut mettre un int et autre chose dans la ligne qui suit. Donc ici, alors c'est vrai, mais encore, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas empêcher les gens de se tirer une balle dans le pied. Je pense qu'ils voient quand même largement l'avantage du typage. Hein, et alors j'ai envie de dire la sécurité, mais ne serait-ce qu'aussi que pour l'intelligence. Hein. Quand on tape dynamic et qu'on se trouve, on fait point et qu'il n'y a rien qui apparaît, on se retrouve un petit peu perdu. Hein. On se dit ah non, mon intelligence. Marche plus. Donc ça réduit quand même l'usage de dynamic. Par contre, toujours dans le contexte un peu spécial, mais existant de l'interopérabilité, c'est très pratique. Hein. Donc, alors je vais vite. Il y a un modèle dynamique en com qui s'appelle eDispatch, qui est un modèle de plus haut niveau, où on ne passe pas la définition de l'objet, mais on requête l'objet pour savoir dynamiquement quelles sont ses propriétés et méthodes. Dans ce modèle-là, évidemment, comme il est dynamique et qu'il n'existe pas dans la type library, on n'a pas d'intelligence. Voilà, donc ça apporte beaucoup de souplesse, mais on n'a pas d'intelligence. Et par contre, on peut tout taper. Ça compile. Enfin, ça compile. Ça compile une requête dynamique. Et voilà. Ce qui est intéressant au niveau de C#, c'est qu'ils ne l'ont pas construit que pour l'interop. Hein. Ils l'ont construit de manière générique. C'est-à-dire que les mécanismes internes de source compatibles avec le mot-clé dynamique, elles sont réutilisables par l'utilisateur. C'est-à-dire on peut développer. Donc il y a plusieurs bindings qui existent. Hein. Il y a un binding vers com, mais il y a aussi un binding vers la réflexion, par exemple. Donc ceux qui veulent accéder à des champs par réflexion, si on récupère un objet de manière dynamique, par exemple, on peut plutôt de faire get member de méthode de machin point invoke, on peut récupérer ça dans une variable dynamique et se mettre à coder x point machin. Donc on n'a pas l'intelligence, on fait point property machin point méthode, on passe les paramètres et si tout est correct, ça fonctionne. Par contre, on peut avoir ce qu'on n'avait jamais avant en .NET, on peut avoir un échec au runtime. Si la méthode n'existe pas dans l'objet qu'on est en train d'instancier, évidemment, runtime. Si la méthode n'existe pas, les listes de paramètres sont incompatibles, la propriété n'existe pas, ça échoue tardivement. D'accord. Ça fait penser à du JavaScript, quoi. C'est binding, ça fait penser à des langages dynamiques, en effet. Et ces différents bindings, donc il y en a quelques-uns qui sont fournis en .NET nativement, donc il y a vers com et vers la réflexion même des types .NET, elle est accessible par le développeur également. Donc si vous voulez développer votre propre binding pour que quand vous tapez dynamic.myProperty.myMethod, machin, etc., et que c'est à vous d'interpréter ce que ça veut dire, vous allez pouvoir le faire. C'est-à-dire que dès que l'entrée de vos bindings va vous donner l'arborescence de l'expression qui a été saisie, et vous allez dire, tiens, moi je sais à quoi ça correspond. Et c'était créé dynamique pour l'interop de type on veut se connecter à des objets, que ce soit Word, Excel, des choses comme ça, où on n'est pas toujours mettre des méthodes qui se trouvent derrière, enfin du moins à la compilation, ou ça a été créé pour pouvoir être compatible, puisque le C# n'est jamais qu'un langage, en dessous il y a le .NET, pour que le .NET soit compatible avec d'autres langages qui, eux, sont dynamiques. Les deux. On peut faire des ponts, faire du JavaScript également. Il y en avait quelques exemples en Silverlight qui avaient été faits à l'époque. Et si on va donc dans d'autres fonctions, c'est méthode d'extension et link. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, à mon avis, pour dire que ça devient indispensable et qu'on l'utilise tous les jours, notamment expression lambda, le link et autres, pour pouvoir parcourir du contenu des listes. Et ça, c'est apparu, c'est dans le framework de mémoire, la version 3.5, je pense, c'est ça. Ouais. Donc en effet, là, c'est une avancée fondamentale de C#, qui depuis... mais ça a toujours été la volonté de Anders Hallberg. J'ai eu la chance d'en discuter plusieurs fois avec lui, là, de rendre C# plus fonctionnel et moins impératif. Donc, tout ça, c'est que de la visualisation, hein, mais ça se fait d'année en année. Et moi qui connais donc .NET depuis que c'est sorti, comme pas mal de gens, j'apprécie. Alors, c'est un truc qui est long, hein. Les évolutions sont toutes les 2 ans, mais je trouve que c'est assez beau de voir au fur et à mesure des années le nombre de mots nécessaires à l'exécution d'une fonctionnalité qui ont disparu. Et aujourd'hui, clairement, on code en quelques lignes, ce
qui prenait une page il y a 6-7 ans. Hein, et je trouve que c'est une évolution qui est extrêmement intéressante. Après, moi, j'aime bien les langages, donc c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, donc ici, en effet, alors tout à l'heure, j'ai parlé de méthode anonyme. Il y a depuis le framework 3.5, il y a une écriture un peu plus concise qui est arrivée avec les expressions lambda. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Donc, on a une écriture beaucoup plus compacte qu'on peut projeter dans des délégués. Hein. Et alors, aujourd'hui, on utilise très souvent des actions ou des fonctions qui sont un peu des types génériques des délégués. Et surtout, c'est surtout très très adéquat lorsqu'on veut coder une fonctionnalité qui tient en une seule expression. Et dans ce cas-là, vraiment l'écrire dans une méthode, dans une expression lambda, c'est très pratique. Ça fait cette syntaxe également une syntaxe qui fait encore plus ressortir l'idée que la méthode est une donnée, puisque finalement, comme une méthode anonyme, une lambda, on l'affecte à une variable. D'accord, donc ça, c'est pas nouveau, hein, c'est ce qu'on faisait avec les délégués. Mais finalement, les délégués, hein, comme pas mal de choses, beaucoup de gens les utilisent, peu de gens en créent. Donc là, avec les lambda, on voit vraiment que quand on lit une ligne, que tiens, c'est marrant, j'ai écrit une méthode, c'est clairement du code. Hein. Par contre, c'est stocké dans une variable. Et c'est tout le but de la programmation fonctionnelle, hein, c'est qu'il n'y ait plus de limite entre les données et les variables, et puis les données et le code. Et du coup, fonctionnellement, de manière très simple, par exemple, je peux filtrer une liste avec certains critères. Et ben, si j'ai une méthode filter, je peux lui fournir plusieurs variables dans lesquelles j'ai stocké des logiques de ça. Donc les variables dont tu parles, c'est des classes de type action par exemple, et tu vas pouvoir, ou de type function, dans lequel tu vas pouvoir lui donner du code qui va être exécuté pour obtenir un résultat à l'exécution, quoi. Donc de type. C'est ça. Ça a toujours existé. Ouais, tout à fait. Existé, hein, puisque les actions et les functions sont des délégués. Sauf que l'apparence que ça nous donne est beaucoup plus fonctionnelle et beaucoup plus concise. Et mine de rien, c'est souvent un peu la flemme, un peu la volonté de ne pas complexifier le code qui faisait que, comme avec A5, on ne voulait pas utiliser les callbacks, on préférait faire autre chose ou on ne le faisait pas. Et bien là, ça devient simple, ça devient lisible. Donc c'est une technologie vers laquelle on va tendre pour simplifier notre code, pour le rendre plus lisible. Également, les méthodes d'extension. Donc ça, c'est un point fondamental. Tout à l'heure, je parlais de factorisation. Hein. C'était juste un exemple, mais il est assez bon de ce que c'était qu'une énumération. Donc, une liste, qu'un parcours d'objets avec enumerable. Clairement, tout le monde voit l'intérêt de passer par une interface de base la plus petite possible pour tout ce qui est liste. Tout ce qui est, peu importe si je parcours un array, un flux d'une socket ou je ne sais quoi, moi je peux le mettre dans un for each et je suis super content parce que c'est simple pour moi. Eh bien, le fait d'avoir cette interface de très bas niveau est extrêmement factorisée, extrêmement commune. Eh bien, les méthodes d'extension, alors qu'est-ce que c'est techniquement déjà, juste en quelques minutes, c'est la possibilité d'ajouter, virtuellement en tout cas, une méthode à une classe dont on n'a pas les sources. Alors ça aussi, au début ça fait peur à plein de gens, mais on casse les règles de l'objet, etc. Non, on ne casse rien du tout, puisqu'on n'accède qu'à la portée publique. D'accord ? Donc, c'est comme si je faisais mon instance point. Sauf que je vais plutôt faire mon instance point la méthode. D'accord ? Au lieu de faire ma méthode, entre parenthèses, mon instance. Et donc, grâce à un nouveau mot-clé, qui était déjà existé, un this, en tout cas pas dans les paramètres de méthode, on va pouvoir enrichir des méthodes. Visio est assez puissant pour le faire apparaître instantanément dans son IntelliSense. Donc, suivant les contextes, puisque ça dépendra du contexte, suivant les using, suivant quelles sont les méthodes d'extension qui sont visibles à ce moment-là dans notre code, les objets qui sont ciblés seront enrichis de ces méthodes-là. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Contrairement aux méthodes partielles, ça traverse les assemblées. Du coup, ça aussi, c'est... Parfois, on récupère quelque chose qui vient d'une génération de code ou d'une DLL dont on n'a pas les noms. On trouve que c'est un peu complexe comme prototype. On se dit, tiens, je vais simplifier l'appel à cette méthode. On fait une méthode d'extension. Alors qu'on n'a pas du tout les codes, c'est une assemblée qu'on a récupérée. Et on va pouvoir simplifier parce que dans le 3/4 des cas, moi, j'ai un paramètre dont je peux déduire les trois ou une simplification à faire et je le fais. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec les tableaux, les listes de données, le link.
Souvent, les développeurs, enfin plutôt débutants en général, oublient de mettre l'ajout de l'assembly using system.link pour pouvoir accéder à toutes les méthodes d'extension correspondant à ça, quoi. Ah. Mais elles n'existent pas à la base dans les tableaux. Ça arrive en effet. Ouais. Ça arrive en effet. Donc en effet, alors soit on l'oublie, soit il y en a trop, c'est-à-dire qu'il y a des conflits d'un nouveau genre qui peuvent arriver. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de limite définie sur la résolution du nom, et pour cause, puisque ça peut être dans des assemblées qui ne se connaissent pas, qu'on ne pourrait même pas lever cette ambiguïté. Par contre, celui qui va utiliser l'ensemble des métonymes, lui, peut se retrouver avec des ambiguïtés qu'il devra résoudre. Il ne pourra pas utiliser les deux, quoi qu'il arrive. Mais en effet, toute la question se pose dans comment est résolu le nom de la méthode. Donc je fais une instance point. Là, je vais me mélanger avec la résolution du nom native, des méthodes qui sont portées par la classe, mais également maintenant désormais à d'autres méthodes qui ne sont pas dans la classe, qui sont apportées par un contexte extérieur. Et du coup, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir des conflits. Donc c'est ça. Auquel cas, ça ne compile pas. Oui, moi, ce que je retiens surtout pour les méthodes d'extension, c'est la phrase que tu disais, c'est-à-dire que on peut étendre une classe dont on n'a pas le code. Parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui écrivent des classes d'extension sur des classes qui sont en train de développer. Alors que c'est juste pour organiser le code. C'est un peu surprenant, quoi. Alors, ça m'est arrivé aussi. Ah, tu te serais fait engueuler par moi. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé dans le souci de casser des dépendances. Ouais. Et c'est extrêmement utile et Sioux comme solution. Mais en effet, si je code une méthode dans la classe où je suis, et que dans ses paramètres, elle tire des dépendances vers plein d'autres types, dont je ne veux pas forcément polluer à cet endroit mon assemblée, et ben c'est très Sioux. Alors je parle de projets qui ont quelques 5 ou 6 librairies, on commence à se poser ces questions. C'est très Sioux de résoudre ça avec des méthodes d'extension alors qu'on a l'ensemble des codes. Ouais. Plutôt que de passer par une... Plutôt que de se dire, ah ouais, parce que c'est pas que où est-ce que je mets ma méthode. Ma méthode, elle va tirer des dépendances. Donc, si ma méthode était là, maintenant je la remets à droite parce que je me dis j'ai le code. Ah ouais, mais si elle tire des références à LDAP ou à SQL Server ou je sais pas quoi, il faudra que je les tire dans cette DLL également. Ouais, bon, il y a peut-être un problème de conception après, mettre un service intermédiaire, ce genre de choses. Enfin, bon. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les méthodes d'extension étendent des interfaces. Et c'est là qu'elles prennent toute leur puissance. Et c'est là que Link est arrivé, avec le chaînage de ces méthodes. Donc, Link, c'est peut-être un petit peu loin. On a fait déjà un podcast aussi là. sur Link. Donc, je renvoie tous les auditeurs à cet épisode-là il y a quelques mois pour avoir le détail. Voilà. En tout cas, je parlais toujours dans la philosophie de C# d'avancer vers une approche qui est beaucoup plus fonctionnelle. Et quand on regarde les librairies, donc c'est pas tant le compilateur ou le langage, mais quand on regarde toutes les librairies qui ont été amenées pour étendre eNumerable, toutes ces librairies tendent vers une approche fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur un tableau, on s'en moque, que ce soit la IM ligne ou pas. Aujourd'hui, on utilise point first au lieu de crochet 0. Et sa boîte symbolique, c'est énorme ce que ça apporte comme approche. Le where, finalement, c'est qu'un if. Le select, c'est qu'une projection d'un autre objet. Tout ça, on pouvait le coder en code impératif. Mais quand on a tapé une requête Link et qu'on recule et qu'on compare avec le code qu'on avait avant, l'expressivité de ce qu'on a écrit, elle a décuplé, quoi. Ouais. C'est extrêmement simple à lire. Et alors que le if, le if, il est impératif. Le if, il va faire un compare en assembleur, il va faire un jump derrière. Là, non, là, c'est where. Là, c'est where, là, c'est first, c'est last, c'est count. Et peu importe la nature de ce qu'il y avait avant. Okay. Alors, dans les grosses avancées, donc on parlait de Link, là, il y a également une autre chose, et notamment avec les nouveaux processeurs qui sont multitâches, c'est l'apparition d'asynchronisme directement dans le langage. Alors, je reviens juste une petite minute sur le slide d'avant. Il y avait un point qui est extrêmement important dans le langage, plus que les paramètres. Là. C'est iQueryable depuis la version 3.5 également. Le code C#, si on dérive une expression Link depuis une source qui est iQueryable et non eNumerable, on va non pas générer du code, mais générer une expression. C'est-à-dire que le where, select, etc. qui s'en suivent peuvent être compilés en code, mais peuvent être également
analyser et transformer, par exemple, en ce qu'on veut, par exemple, en requête SQL. C'est ce que vous avez aujourd'hui dans Entity Framework ou dans d'autres frameworks qui étendent l'analyse de iQueryable. Le where, select, order by, etc. peuvent être. Donc, c'est un arbre d'expression. Et cet arbre peut être exploité par le développeur pour en faire autre chose que le code d'exécution natif qu'on aurait si on l'exécutait en C# classique. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. En enumerable, là, on génère du code. Si on a une expression, on génère un graphe. Et avec toujours la même écriture, avec du code C#. Donc ça, c'est une avancée phénoménale. Et à part Entity Framework, tu as d'autres exemples qui l'utilisent, le iQueryable? Non. Non. Alors, on avait Link to SQL, mais qui avait disparu assez rapidement. On avait. Après, il y a d'autres extensibilités, j'en ai pas forcément en tête, mais sur la base de registre, là, sur les WMI, sur l'interrogation système, des éléments du système. Voilà, on peut faire j'ai déjà vu des librairies qui étendaient ça avec du Link. Oui, parce que moi, le problème que je trouve avec iQueryable, enfin, ça, après, c'est toujours pareil. Le concept existe, après, on l'utilise comme on veut. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui dans leur repository ou dans leur couche de service, exposent des iQueryable. Et moralité, c'est au niveau de l'interface où on va aller définir in fine quelle est la requête SQL qui est exécutée. Et la personne qui exécute cette requête SQL n'a aucune connaissance de quelle requête va être exécutée. Et du coup, on a des performances qui sont catastrophiques, quoi. Oui, alors ça, c'est un autre débat en effet, mais moi, je le recommande pas personnellement. Mais c'est même le choix, tout simplement, de faire des requêtes dynamiques. Ça dépend peut-être des types de projets aussi, en fonction de est-ce qu'on a besoin de performance ou les. Mais c'est vrai que on voit ça aussi, c'est un problème. Ouais, mais c'est globalement dangereux, quand même. C'est globalement dangereux. Pour moi, ça ne peut être utilisé. Je vais être honnête, je suis pas fan de Entity Framework. On est deux. Ah bon, on est trois. On est deux. Je l'utilise à bon escient. Et ça ne peut être utilisé qu'avec en parallèle un plan d'exécution, enfin une trace qui nous permet de voir ce qui se passe. Généré, ce genre de choses. Bon, on peut passer au slide suivant ou tu vas revenir encore? Vas-y. Alors, l'asynchronisme, tu as parlé de parallélisme, mais c'est une réalité en effet. Aujourd'hui, depuis pas mal de temps, la fréquence des processeurs n'augmente plus et on augmente la puissance des machines en augmentant le nombre de processeurs, ce qui est une bonne idée à plus d'un titre. C'est mieux au niveau de la consommation à performance égale, la consommation électrique, et l'OS en a plus besoin en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des OS qui sont riches, que ce soit Windows ou Mac même. Il y a je ne sais pas combien de process qui tournent en parallèle. Donc, il y a d'un côté la performance brute d'une tâche qu'on exécute. On encode une vidéo ou je sais quoi. Et puis, il y a la vélocité globale du système qu'on exploite. Donc, quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est sympa et c'est pas bête d'avoir plusieurs processeurs. Et on voit aujourd'hui même des téléphones qui ont des octocœurs, même à fréquences différentes, même suivant, dédiés à des tâches de background ou foreground. Peu importe. Donc, l'exécution parallèle se généralise. Mais encore une fois, C# a abordé cette problématique de manière beaucoup plus large. En apportant une solution pour l'asynchronisme. L'asynchronisme, c'est pas du tout forcément quelque chose qui est parallèle. Si je code, si je double-clique sur un bouton en WPF ou WinForms qui m'amène dans du code, qu'est-ce qui se passe? Quel est le code qui a été généré finalement? C'est que ma forme.button1.click, ce délégué pointe vers une méthode. Cette méthode, elle est asynchrone. C'est-à-dire qu'au moment où je vais affecter mon délégué, il ne se passe rien. Et je sais que plus tard, quand je cliquerai sur mon bouton, ce code sera généré. D'accord? Ça, c'est un code qui est asynchrone, qui va déclencher par un élément qui est extérieur à mon programme, qui rentrera par un input de la souris, par exemple. Si je m'abonne à un événement réseau ou à n'importe quoi d'autre, je considère que ce code est également asynchrone. Et il peut être multitask, mais avec un seul processeur. Et il peut être en effet parallèle, avec si on a plusieurs processeurs.
Donc la complexité des éléments qu'on manipule augmente, les conflits, la nature des conflits augmente également, hein, puisque avec du multicœur, on peut avoir un accès parallèle à une ressource partagée, par exemple. Mais quand je dis parallèle, c'est instantané. C'est-à-dire qu'au même moment T, il y a plusieurs processeurs qui lisent une cellule mémoire. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très très nouveau. Hein. C'est plus de l'asynchronisme où voilà, on se passe des contextes. C'est ça qui fait toute la difficulté de ce qu'on doit développer maintenant. Et tout à fait. Alors, pendant des années, ce qu'on faisait, c'est qu'on ne le faisait pas en fait. Parce que c'était trop compliqué. Donc, les applications figeaient, par exemple, une fenêtre modale ou autre, et puis hop, on y revenait, elles se défrisaient quand on avait un callback, et puis ce genre de trucs. Puis les codes étaient complexes, et surtout, ils étaient non linéaires, parce que la suite du code, c'était le callback, qui est dans une autre méthode. Avec les lambda, on pouvait avoir un simili linéaire dans l'exécution, dans la lecture en tout cas des instructions qui se faisaient, mais pas forcément, etc. Et puis surtout, c'était galère, ça prenait pas mal de lignes d'instructions à mettre en place. Souvent, on ne le faisait pas. Donc, il y avait vraiment que ceux qui voulaient vraiment gagner du temps ou être extrêmement fluides qui mettaient en place ce genre de truc. Et ici, donc, l'approche de task, finalement, c'est une enveloppe qui va reprendre énormément de choses qui existaient déjà, qu'on a rendu compatibles, qui renvoient désormais des tasks. Et C# a rajouté un mot-clé qui s'appelle await. C'est la même structure qu'on a, enfin la même possibilité qu'on a en F# depuis que F# existe, avec le let point d'exclamation, d'attendre de manière asynchrone le résultat d'une action. Et ici, alors par rapport à l'exécution qu'on appelle de continuation, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une rupture, le code est linéaire, puis d'un coup il attend. Quelle que soit la nature de l'asynchronisme, il attend un événement, comme je disais avec le button click, il attend un thread, il attend le résultat d'un calcul en parallèle. En tout cas, il attend. Et l'idéal, nous, ce qu'on rêverait d'avoir, c'est que le code continue derrière, c'est qu'il est juste à se mettre un petit peu en pause de manière magique, sans bloquer le thread. Et c'est ce que propose donc le mot-clé await, le await en C#. Avec la particularité, c'est que moi j'ai souvent les commentaires des personnes à qui on explique ça, des développeurs, c'est que c'est le await qui vraiment fait l'enclenchement de l'asynchronisme. C'est lui qui exécute la méthode en lui disant tu me l'exécutes en asynchrone. C'est pas le mot-clé async qui se trouve au-dessus, quoi. Alors c'est ni l'un ni oui, l'autre. Hein. C'est la méthode qui est derrière. Mais je veux dire, si t'as pas le wait, il va pas attendre. Enfin, oui. Alors, alors, ok, en effet, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc le A5, c'est autre chose. Je vais y revenir juste après. En tout cas, il est nécessaire pour qu'on puisse faire des await dans une méthode. D'accord ? Si je ne mets pas A5 et que ma méthode envoie une task, c'est une méthode classique C#. Et si j'ai pas de await dans ma méthode, je peux refaire un return d'une task que j'aurais récupérée je ne sais où, ou que j'aurais créée. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Par contre, si je veux faire un await, et si la méthode est A5, j'ai également, si par exemple le A5 dénature, il est un peu magique, un petit peu comme le yield, il va dénaturer un petit peu ce qui se passe dans les méthodes, beaucoup même en fait. Et si ma méthode envoie une task de int, je vais pouvoir faire return d'un int et non pas d'un task de int. C'est principalement ça qu'apporte le A5 au niveau de changer la nature du type de la méthode. Après, il est également nécessaire pour l'usage de await. Pour revenir à ta question, le await, donc c'est pas lui qui déclenche l'asynchronisme, c'est la méthode qui est derrière, et avec la nature d'ailleurs de l'asynchronisme. Donc on fait un await d'une méthode qui est asynchrone. Cette méthode, donc, elle part, et nous, quand on est dans le thread appelant, le thread qui exécute cette méthode, on va attendre le résultat de cette méthode. Ça va revenir, peu importe la manière dont ça revient, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, la méthode physique.net, elle est terminée. Si le await de la méthode et que j'ai des lignes derrière, la méthode qui porte l'ensemble de ce code-là, elle se termine instantanément. C'est-à-dire que quand on part en asynchrone, elle n'attend pas en fait. Et la suite des lignes qui suivent le wait sont extraits par le compilateur de cette méthode et sont mis dans une lambda qui est la continuation du code. Oui, donc c'est un faux await. C'est vraiment un semblant, mais le compilateur transforme tout ça. Le compilateur transforme tout ça. En tout cas, la méthode physique qui a été compilée, elle est finie. Elle est finie et elle a renvoyé une task dont elle n'a pas encore le résultat. Le résultat, il sera plus loin à la fin du return du code de continuation. Mais du coup, l'appelant également est instantanément reçoit la task. Oui, c'est ça.
D'accord? Et s'il y a un chaînage, ils se terminent tous. Donc ça arrive très souvent que plusieurs méthodes s'appellent, se renvoient des tasks, et la méthode de base, on y revient quasiment instantanément, mais pour qu'elle-même, on va le waiter, pour avoir ce résultat, il va falloir que le premier wait se débloque, finisse la complétion du code qui lui restait, valide la task qu'attendait la deuxième méthode, Ouais, c'est ça. et que tout le chaînage se termine. D'accord? Donc après, il y a des mécanismes pour revenir en synchrone, pour refaire une attente synchrone si on veut à la racine, ou rendre toute la chaîne asynchrone. Mais en tout cas, quand on part dans le wait, tout le code qui est écrit en dessous n'est pas compilé dans cette méthode, qui elle se termine, renvoie la task, et ce code est mis dans une autre structure de continuation, un petit peu, qui est isolée un petit peu comme les YEL d'ailleurs, dans une autre classe, et qui va se terminer de manière indépendante lorsque la task sera finie. Parfait. Ben... Oui, c'est ça. Il y a Très beaucoup de intéressant. magie encore ici. S'il y a vraiment deux endroits où le compilateur génère énormément de code qui nous est complètement inconnu, c'est le yield les méthodes qui renvoient à un enumerable avec yield et task. Hein, là, on peut faire un petit parallèle. Il faut A5 pour utiliser wait, et il faut que la classe renvoie enumerable pour pouvoir avoir le droit d'utiliser yield return. Ouais, tout ça est lié, ce qui est logique. Ok, très intéressant. Peut-être une dernière, un dernier point, mais quand même assez important, c'est tout ce qui concerne l'approche fonctionnelle. Donc c'est des choses qui sont de plus en plus présentées, je pense, dans les langages modernes, on va dire, où on parle beaucoup de développement fonctionnel. Et comment Microsoft essaye de mettre tout ça en place? Bien sûr. Alors, on a vu, et finalement, alors moi c'est ce que j'aime aussi dans l'approche de C#, qui commence à être... ça fait 16 ou 17 ans maintenant, là, ou peut-être la conception un peu plus, que ça existe. Mais j'aime sentir qu'il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus, que certes c'est long, mais en même temps les langages, c'est toujours délicat de les faire varier. Donc c'est un langage qui reste moderne aujourd'hui. Les frameworks, ils ont su évoluer aussi pour rester modernes, et on voit aujourd'hui que ça sort de Windows, c'est un autre débat. Mais donc globalement qui sont restés attrayants et modernes. Et en tout cas, la volonté, depuis le framework 2, d'aller vers une approche fonctionnelle et une simplification. Et si on compare le nombre de lignes moyen qui est nécessaire à exécuter, on reprend un code de C# 1 et on l'écrit aujourd'hui en C# 7, c'est phénoménal, parce que la cure d'aménagement qu'on a eue. Et alors, les gens parlent souvent de langages qui sont par nature plus ou moins verbeux, comme VB ou Delphi ou autres, et d'autres qui le sont moins, comme les langages à base syntaxique C. Je vous rappelle que Anders Hallberg, le père de C#, c'est celui qui a écrit Delphi également, où il y avait des begin and partout en Pascal. Donc c'est pas incompatible comme approche. Et en tout cas, quand on est habitué, évidemment, c'est pas un problème, mais on sait tous que la relecture, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça apporte une image particulière de notre code. Nous-mêmes, un code qu'on écrit il y a 1 an, quand on s'y replonge, il y a un effort de relecture pour comprendre ce qu'il faisait, si on l'a pas forcément bien documenté. Et alors, j'en parle pas si c'est un code qui ne nous appartient pas, qu'on relie le code d'un collègue ou un code téléchargé, récupéré sur Internet. Donc la facilité de relecture et l'expressivité. L'expressivité, je pense, c'est le meilleur adjectif, le meilleur mot, le nom par exemple, pardon, qui définit la volonté de ce que c'est qu'un langage fonctionnel. C'est un langage, quand on le lit des boucles et des tests et de deviner ce que ça fait. Et bien, quand on le lit, on comprend quasiment ce que ça fait. C'est vraiment ça. Et donc, il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Et donc, ça me permet de balayer également ces derniers slides, la version 6 de C# qui a été vraiment beaucoup autour de simplification syntaxique, qu'on retrouve un peu dans la 7 également. Et puis, il y a un mot-clé var également qui a été apporté en 3.5. Tout le monde se demandait à quoi ça servait. Et dès qu'on manipule l'interface, des génériques, etc., on s'aperçoit qu'on n'a plus besoin du tout de manipuler les types. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une méthode de 2 pages où il n'y avait que des vars. Et finalement, l'inférence de type qui donnait le type, c'était la première ligne, voire ça venait du paramètre de la méthode. Et j'avais, par exemple, je donne un exemple, customer défini comme type. Et ça m'est arrivé de dire, ah ouais, non, mais il faut que je le mette derrière une interface.
je l'ai transformé en e-customer, mais j'avais les mêmes noms de propriété. Hein, vous voyez ce que je veux dire là? Mhm. Et ben, j'ai rien changé et ça m'est déjà arrivé de n'avoir rien à réécrire dans ma méthode parce que j'avais Ouais. mis des var partout. Ouais. J'avais aucune dépendance sur le type customer. Et finalement, le fait d'avoir des var et des links et des group by et des listes, etc., tout était inféré, tout était projeté dans des nouvelles variables qui étaient de type var également. Et je me trouvais avec 2 pages de code, j'avais à faire un factoring, je fais, c'est dingue, j'ai rien à réécrire dans cette méthode. C'est bien la preuve qu'on a réussi à se débarrasser des types tout en conservant les avantages à la compilation et de sécurité. D'accord? Donc pour moi, c'est F Sharp, hein, bon, et en tout cas ce vers quoi va C Sharp, c'est vraiment avoir de plus en plus tous les avantages et la simplicité des langages dynamiques dans un modèle qui est compilé et managé, hein, qui est safe. Donc avec l'intelligence, avec la sécurité, etc. Donc on a vraiment s'approcher du meilleur des 2 mondes. Donc le var, c'est extrêmement important. Et moi, je vous conseille d'en mettre partout. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément pour la lecture. Aujourd'hui, en tout cas dans Visual Studio, on est bardé d'intelligence de partout. On survole la méthode, on a les types. Donc c'est quand même bien. Et puis, je vous rappelle que quand on arrive sur une page qu'on ne connaît pas de code, hein, le nombre de mots, même si on est très habitué à lire du C#, le nombre de mots que notre cerveau appréhende, c'est une complexité. S'il y a 2 fois moins de mots, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Hein, moi, j'ai fait beaucoup de Delphi à une époque. Et quand je suis passé à C#, même le nombre de beginners dans moi, pourtant mon cerveau les absorbait, hein, parce que j'étais extrêmement habitué, ce sont autant de mots à ne pas traiter. Mhm. Et qui en plus ne me donnent pas d'informations sur le fonctionnel de Ouais, c'est mon vrai, code. c'est pas faux. Donc là, on peut lister donc, tous ces avantages, hein, donc le var, toutes ces librairies, first, sum, average, reverse, order, group, etc., qui sont phénoménales, hein, qui sont extrêmement expressives. Les méthodes d'extension, principalement donc, sur les interfaces de link. Les expressions lambda qui permettent d'écrire en extrêmement condensé énormément de choses. Les initialiseurs d'objects, donc on peut écrire de plus en plus de code en une ligne. Hein. Allez, je vais finir encore par ce dernier petit point, alors, enfin, peut-être les patterns aussi là. Souvent, quand on écrit une expression, voilà, on veut à un moment projeter ou créer un nouvel objet, mais on est au sein de l'expression, et à un moment, on n'a pas le constructeur qu'il faut, et on veut créer l'objet, et il n'y a pas de constructeur, du coup, on veut faire et l'instance point state égale normal, hein, ou je ne sais pas quoi, et du coup, ben, voilà, c'est bon, on ne peut plus l'écrire dans l'expression. On est obligé de déclarer une variable au-dessus, tout le monde voit ce que je veux dire là. Mhm. On est obligé de le faire en 2 lignes, de le mettre dans une variable, et ensuite d'utiliser cette variable dans cette expression. Ben, de plus en plus, notamment avec les object initializers, on n'est pas obligé de casser l'expression, on peut tout écrire dans une expression, et continuer à l'écrire. L'opérateur, les null conditional, là qu'on a en C# 6 avec les points d'interrogation, également, ils permettent de nous épargner 10 lignes de test avant pour savoir que tel et tel paramètre est nul ou non nul, et de faire des if, et de faire des blocs, et de faire des tests, etc. Là, on peut rentrer un maximum de code dans une seule expression. Là, on ne pouvait pas le faire avant. Les out parameters, les ref parameters également permettent de continuer à pouvoir écrire dans l'expression où on en a besoin. Les paramètres voulus. A5 également, et on l'a vu, hein, donc la simplicité d'usage, surtout par rapport à ce qu'il aurait fallu avant. Donc là, c'est des lignes et des méthodes et des paramètres, des blocs entiers qui ont complètement disparu. Et on utilise la continuité naturelle de lecture de la méthode pour encapsuler tout ça. Et deux paramètres hein, que j'ai présentés, donc OMS Experience. Hein. Vous avez vu, j'ai pas dit TechDev. C'est bien, tu t'es appliqué. Et le pattern matching qui finalement n'est autre que l'enrichissement de l'instruction switch que tout le monde connaît. C'est une instruction qu'on aime bien, je pense, globalement, qui évite de mettre des ifs à la suite. Et donc, il va tester le switch. Avant C#7, en tout cas, ne peut tester que l'égalité, donc la valeur du switch, le paramètre du switch, pardon, et les différents cases qui sont proposés. Et bien désormais, donc, les cases sont beaucoup plus riches. Et on peut faire des tests dans les cases, on peut projeter, tester des types et les projeter dans les variables, tout ça au sein des cases, combiner des tests, etc. Donc le switch devient extrêmement expressif lui également. Et également les tuples
Donc les tuples, je pense que c'est un petit peu la fin de cette discussion. Les tuples, finalement, c'est comment simplifier la création d'objets temporaires dont on a besoin un petit peu partout dans notre code. Et aujourd'hui, en gros, si je prends juste la problématique de comment je renvoie plusieurs valeurs d'une méthode, on s'est tous posé cette question. Je pense qu'on est tous d'accord que les paramètres en out, personne n'en veut, et ça fait que complexifier, l'appelant est galère, enfin tant qu'on peut, on l'évite. Donc l'autre solution, évidemment, on n'a qu'une seule possibilité de retour d'une fonction. L'autre possibilité, évidemment, c'est de créer une petite structure qui va encapsuler les 2, 3, 4 paramètres qu'on veut renvoyer. Et alors cette structure, soit on galère, soit on la crée, on fait une petite classe qui porte ses propriétés, et on fait un new et on retourne cette classe, l'appelant également les exploite. Soit le tuple, depuis qu'il existait, depuis pas mal de temps déjà, proposait une approche générique. Il disait, moi je te crée à la volée une petite classe sans que tu aies à la coder, parce que moi elle est déjà codée en generics, qui va te permettre de porter 2 entiers, une chaîne et une date. Et voilà. Et par contre, on voit la complexité de ce type. Et du coup, comme en F#, cette complexité, elle a disparu, puisque maintenant on ne manipule plus le type, mais on met entre parenthèses une liste de valeurs typées. Et on va typer également le retour de notre méthode avec ces parenthèses. Donc le mot-clé tuple disparaît. Donc on a une construction explicite des tuples. De côté appelant, on va récupérer ce tuple qu'on va pouvoir manipuler. On va pouvoir nommer les paramètres, donc ce qui va être beaucoup plus sympa qu'avoir item 1, item 2. Et également pouvoir déconstruire le tuple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réinjecter le tuple, les différents paramètres, dans des valeurs, dans autant de variables qu'il y avait de paramètres dans le tuple. C'est-à-dire que si j'ai une méthode qui s'appelle test et qui me renvoie un tuple qui a un entier et une string, je vais pouvoir le récupérer direct, au lieu de récupérer dans un tuple, le résultat c'est la méthode, je vais pouvoir directement le récupérer dans var a, B, et chacun des paramètres, je vais les retrouver dans A et B, et là le tuple aura complètement disparu, à la fois dans celui qu'il aura créé, parce qu'il aura fait juste un return parenthèse de ces 2 variables, et l'appelant va récupérer parenthèse A, B. Donc là le tuple il disparaît, et on n'est plus en train de parler de tuple, on est en train de parler qu'on a résolu en C# la possibilité de renvoyer plusieurs variables. Je pense que ça va effectivement, dès qu'on va l'utiliser, le C# 7, ça va nous simplifier énormément ces retours de paramètres multiples, de valeurs multiples. Moi, j'attends ça avec impatience, effectivement. Oui, parce que souvent, on passait par une classe intermédiaire avec plusieurs... Alors, on a une dernière question à te poser. Enfin, c'est pas aucun de nous trois qui va te la poser, mais une personne que tu connais bien, je pense. On te laisse écouter. Oui, bonjour Mitsu. Donc j'ai une question pour toi en fait, c'est est-ce que dans les prochaines versions de C#, donc je sais que ça ne sera pas dans la 7, mais est-ce que dans C# 8, C# 9, on peut imaginer qu'on aura un système de référence non nul, en fait, donc au niveau compilateur qui pourra dire cette référence n'est jamais nulle. En fait, c'est assez important puisque la moitié des exceptions en production, enfin à peu près la moitié sont des null ref exceptions. Donc il y a tout un contexte derrière, je le rappelle rapidement. Il y a quelques années, je me souviens, Anders Hellsberg, donc le papa de C#, avait dit que l'erreur à $1 milliard sur la conception de C#, c'était qu'en fait les références non nulles n'avaient pas été prises en compte dès le début. Donc c'est forcément c'est assez compliqué de faire quelque chose après, a posteriori. Donc dans les prochaines versions de C#. Je suis abonné sur GitHub Roslyn sur les discussions. J'ai vu que justement il y a pas mal de plans, il y a pas mal de discussions justement à ce sujet. Et donc c'était pour voir si dans l'avenir, si ça va donner quelque chose de concret, s'il y a une timeline. Donc voilà, donc est-ce que tu as des idées sur la question ? Personnellement, moi qui développe avec C# 8 heures par jour depuis 13 ans, ça serait vraiment, ça changerait vraiment ma vie d'avoir quelque chose de propre par rapport à ça. Allez, merci Mitsu. Alors, je pense que tu l'as reconnu. Donc, pour mémoire, pendant que tu réfléchis à la réponse, Patrick Smakia donc, est l'auteur d'un livre référence sur C#, pratique de .NET et C# chez Aurélie. Il est surtout le co-auteur de NDPen, un outil indispensable pour maîtriser la qualité et l'architecture de son code, utilisé dans plus de 6000 entreprises dans le monde. Alors, Mitsu, une
Une idée par rapport à ce qu'il explique? Alors, salut Patrick, je te salue. C'est longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis pas sûr d'avoir saisi de quoi il parle. En tout cas, il parlait de- de- du fait que des références puissent être nulles. Et en effet, il y a énormément de méthodes qui commencent par checker les arguments pour savoir s'ils sont non nuls avant, pour éviter l'exception, la fameuse exception null reference exception, lorsqu'on accède à des données membres d'une instance qui est nulle, enfin d'une référence qui est nulle. Alors, à moins que j'ai pas complètement saisi sa question, déjà un grand pas pour éviter ce genre d'erreur, parce que parfois on a la flemme de faire justement l'intégralité de ces tests, ou alors on en a zappé tout simplement, on en a oublié un. Depuis C# 6, hein, les null conditional permettent de faire toute une chaîne d'expressions dans lequel, au lieu de faire une instance point la suite, on fait point d'interrogation point. Et si jamais c'est nul, l'expression est arrêtée, renvoie nul comme valeur et ne soulève pas d'exception. Et donc, en gros, on ne traverse toute l'expression que si l'ensemble des éléments sont non nuls et on arrive à ce qu'on veut. Donc ça, déjà, pour moi, à moins que je n'ai pas tout à fait compris sa question, ça résout énormément de problèmes du fait qu'on n'ait pas besoin de faire ces tests qui soient faits de manière extrêmement simple par le compilateur avec ce nouveau petit mot-clé point d'interrogation. Oui, ça donne déjà une solution qui va quand même nous aider. Une solution. Ouais, c'est ça. Au tout début, on avait parlé de sécurité du framework .NET. Je vous rappelle qu'en .NET, les appels de méthodes sont déjà c'est plus ou moins sécurisés, dans le sens où toutes les méthodes par défaut sont virtuelles. Call virt, hein, au niveau de l'IL, tous les appels par défaut sont virtuels pour pouvoir avoir un catch propre et soulever une exception. Je vous donne un exemple très simple. Si vous faites une méthode d'instance en C, mais que cette méthode d'instance n'utilise aucune donnée membre, c'est-à-dire qu'elle se satisfait de ses paramètres d'entrée pour s'exécuter, si jamais vous créez une référence qui est nulle et que sur cette référence vous appelez la méthode, eh bien ça marche, ça ne plante pas. Ah oui. Alors que l'instance est nulle. Pourquoi? Parce que Zis c'est Zis au final qui est nul, mais comme il n'est jamais exploité, ça fonctionne. Ah oui, okay. D'accord? Okay. En .NET, en Code Manager, on voulait que ce type d'appel puisse échouer. Or, si on se contente de checker le Zis, c'est pas suffisant. D'accord? Parce que finalement, une méthode d'instance, c'est une méthode statique. Enfin, toutes les méthodes sont statiques, sauf qu'il y en a certaines qui passent Zis en contexte, de manière implicite. Mais une méthode, c'est une méthode. On fait un call vers une méthode, il n'y a pas la notion d'objet, c'est virtuel. Du coup, la seule sécurité qu'ils ont trouvée pour pouvoir sécuriser l'appel des méthodes, empêcher qu'on puisse appeler une méthode, même si elle ne référençait pas Zis, depuis un appel d'une instance qui était nulle, c'était de faire que la méthode soit virtuelle. Et auquel cas, vous savez que les méthodes virtuelles passent par la table des méthodes virtuelles. Donc il y a une indirection avant d'appeler la méthode. Elle est résolue en deux fois. Il faut faire deux lectures pour aller lire son adresse finale. Et du coup, là, si on tombe sur un Zis qui est nul, on est capable de soulever une exception proprement et de dire non, c'est pas possible, l'instance est nulle, tu ne peux pas appeler une méthode. Ok, donc effectivement, je veux dire, malheureusement pour Patrick, le fait d'avoir des objets qui sont nullables, c'est fait exprès, on va dire, pour pouvoir déclencher les exceptions et ça fait partie du langage, quoi. Voilà, après, cette exception, elle permet d'avoir une exception qui est propre et pas un plantage d'accès mémoire illicite. Ouais. Hein, c'est-à-dire que ça donne une chance au compilateur de pouvoir soulever une exception proprement. Donc déjà, on peut la catcher et rentrer dans tous ces mécanismes. Après, le problème qu'évoque Patrick, il arrive plus loin, hein, c'est dans l'usage. Oui, c'est ça. Les tests sont pas nécessaires. Est-ce que le langage pourrait aider à définir des types qui n'acceptent pas de valeur nulle? Alors, comme il dit à un moment, je crois, dans sa question, c'est peut-être un peu trop tard. En effet, je pense que même si on ajoutait ça au langage, il faudrait le faire de manière assez intelligente. Et en tout cas, la plus grosse dépendance, c'est tous les gens qui l'utilisent déjà. C'est-à-dire que nul, c'est pas forcément un danger. C'est aussi souvent exploité fonctionnellement. C'est-à-dire que combien de gens écrivent des méthodes, moi compris, où si je ne trouve pas la donnée, je renvoie nul. Ouais.
Et auquel cas, c'est pas une erreur ou une omission. Ça a fonctionnellement C'est une valeur. volontaire. Et les dépendants sur ces codes-là, c'est des milliards de lignes de code dans le monde. Donc, Ouais, ça devient compliqué. ça devient compliqué. C'est une question intéressante, mais qui est Ok. voilà, à suivre. Ben, grand merci en tout cas. Je pense qu'ici on arrive un peu à la fin de cette présentation de cet épisode. Donc un grand merci à toi, d'abord Richard pour cette interview, hein, et merci surtout à toi Mitsu pour tous ces détails techniques. Je pense qu'on était vraiment ici dans un podcast beaucoup plus technique peut-être que les fois précédentes, donc, mais ça nous a permis de mieux comprendre d'où vient le C#, pourquoi on évolue un peu vers ces nouveautés, vers ces langages, et donc vers quoi Microsoft va orienter entre guillemets le C# et le langage. Peut-être juste avant de passer à la rubrique suivante de DevApps, je tenais à vous rappeler que nous organisons d'abord prochainement un événement en Belgique qui s'appelle le DevD, avec quelques amis MVP belges et français, dont Christophe qui est avec moi ici. Donc c'est une journée à destination des développeurs où plusieurs dizaines de sessions seront présentées par des intervenants de renom. Donc par exemple, peut citer, il y a Laurent Bugnon qui est le papa de MVVM Lite qu'on a interviewé également, il y a David Trousset d'MS France, et toi aussi Mitsu, tu vas pouvoir venir nous présenter aussi toute une série de nouveautés, je pense consacrées au C# 7, je pense. D'ici quelques jours, hein, quelques semaines. Donc sachez que les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site www.devd.be. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je sais pas, Christophe, as-tu d'autres infos ou est-ce que tu as d'autres éléments à nous compléter? Non, à ce niveau-là, c'est le 29 novembre, c'est ça? 29 novembre, ouais, je l'ai pas dit, ouais. Donc de 9h à 17-18h. Donc voilà. Il y aura peut-être 3 salles, ça va être bien, on verra, encore en discussion. Tu inviteras le monsieur qui fait les travaux derrière toi, comme ça il va... c'est terrible, c'est terrible. C'est pas ta femme au moins. Ah, ouais, j'espère bien que non. Non, ça va. Richard, as-tu des remarques peut-être sur cet épisode, non, sur autre chose? Non. Et toi Mitsu alors, je ne sais pas, as-tu quelque chose à ajouter? Écoute, non, à part que je suis content de venir vous voir en Belgique. Je fais plus trop d'événements, donc à chaque fois c'est quand même sympa de recroiser un peu les communautés, comme ça m'est arrivé au MS Experience. Ouais, merci à toi. Et la Belgique, ça fait longtemps aussi que je suis pas venu, donc ce sera avec plaisir. Tu vas voir, c'est une journée mais on va bien s'amuser aussi. Le but c'est d'apprendre et de s'amuser en même temps. Ok, je propose peut-être, si tu as encore un peu le temps, Mitsu, de soit nous suivre, si tu peux encore rester avec nous peut-être un petit quart d'heure pour suivre la rubrique que Richard anime maintenant, les actualités. Bon, tout d'abord, jusqu'à présent, je n'avais pas trop parlé, ça concerne Azure. Azure, alors c'est vrai que s'il y a bien un domaine qui bouge en permanence chez Microsoft, c'est bien Azure. On a presque une annonce par jour de nouveautés, tant au niveau SDK qu'au niveau de les plateformes, etc. Donc ça va de la base de données NoSQL avec le nouveau SDK pour DocumentDB, avec le support de Python 3 qui est arrivé là, il n'y a pas longtemps. On a le support d'iOS avec un nouveau SDK qui s'appelle Mobile Apps iOS SDK 3.2. On a également SQL Database qui supporte maintenant les temporal tables. Alors attention à ne pas confondre avec les tables temporaires au sein de SQL Server, les tables qu'on crée dynamiquement. Là, il s'agit d'une historisation des données. Côté tarifaire également, ça bouge, puisqu'on a des VM qui baissent de 15% et il y en a même qui baissent jusqu'à 50%. Quoi encore, surtout en France, on va avoir l'ouverture l'an prochain de data center dans l'Hexagone. A priori, il y en aura un vers Marseille et un autre en région parisienne. Et j'aimerais également rajouter une dernière information toujours concernant Azure. Information qui a été diffusée à Lignite à Atlanta il y a 15 jours. C'est une profonde refonte de l'architecture du réseau d'Azure. Et c'est pas rien parce que donc ça fait plus de 9 ans que Azure a déjà été lancé. Donc là, il y a vraiment une refonte des câbles carrément d'Azure dans leurs différents data centers qui vont être faits. Et donc, ils annoncent une refonte, des gains de 33 à 50% sur la bande passante, donc pour améliorer les gains et les performances de leur data center. Donc moins cher, plus rapide, que demander de plus.
Et je rajouterai enfin, il y a un petit article qui est passé sur ZDNet, où on a une visite d'un data center de Microsoft. On n'a pas souvent l'habitude d'avoir des photos de ces data centers. Ils sont très, très discrets à ce niveau-là chez Microsoft. Donc là, on a quelques photos, hein. On n'a pas des dizaines et des dizaines, hein. On a 5-6 photos, mais c'est toujours assez intéressant. Donc vous aurez le lien sur le blog de l'émission. C'est toujours impressionnant aussi. Moi, je suis toujours effaré quand je vois ce genre d'infrastructure, la manière dont ils le mettent en place. C'est vraiment très intéressant. Donc si vous avez l'occasion, allez voir un peu les photos. On remettra évidemment les liens dans les notes de l'émission aussi. Donc allez voir ça en détail. Et donc le futur, tu me dis, c'est demain. Et tu as une grosse annonce peut-être à ce sujet à nous présenter, il me semble. Oui, pour moi, c'est la plus grosse annonce qui a eu lieu ces derniers temps du côté de chez Microsoft. C'est l'annonce de .NET Standard 2.0. Ouais. Alors, en quoi ça consiste? Alors, comme le montre le schéma, si vous nous suivez en vidéo, le .NET Framework est historiquement composé de 3 grandes parties. Il y a d'abord l'infrastructure qui permet de faire fonctionner .NET, comme la CLR, les compilateurs et co. Ensuite, vous avez la partie purement applicative, comme ASP.NET, ASP.NET MVC, WPF, WCF, les Windows Forms, etc., etc. Et enfin, vous avez la Base Class Library, avec toutes les classes de base que l'on utilise tous les jours, comme les INT, les strings, ou ce genre de choses. Et c'est cette dernière qui va évoluer, car l'idée est de proposer une couche d'API standardisée, commune à toutes les plateformes, que ce soit aussi bien pour le .NET Framework que pour .NET Core ou pour Xamarin. Ça signifie bye bye les portable library et bye bye Mono, soit dit en passant. Alors il y a beaucoup de boulot. Il y a du boulot, hein, ouais. Il y a du boulot, mais ça va être intéressant, je pense. Moi, j'attends ça avec impatience. Mais vas-y, parle-nous du boulot qu'il va avoir à faire. Oui, parce que la première chose qui est à faire, ça va être de déterminer ce qui est éligible dans cette couche commune et ce qui ne l'est pas, et d'en évaluer les impacts. Alors, il donne un exemple très, très concret. Vous prenez la classe Abdomen, qui fait partie de .NET Standard. Enfin, ils ont décidé de l'implémenter dans .NET Standard. Il a une méthode qui s'appelle createDomain. Jusque-là, aucun problème. En revanche, cette méthode il y a une des surcharges de cette méthode qui fait appel au code Access Security. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique à Windows. Donc, vous voyez que dans .NET Standard, Abdomen existera toujours ainsi, mais la méthode spécifique de createDomain qui utilise le code Access Security, lui devra être supprimé de cette classe-là. Donc il y a vraiment un gros boulot à faire. Là, on parle que d'une méthode, d'une seule classe. Donc, comme vous connaissez la taille du framework .NET, je vous laisse imaginer le travail de titan qui reste à faire. Surtout que ce travail il est à faire aussi bien pour le framework .NET que pour .NET Core et que pour Monocore. Ouais. Alors, on sait que Microsoft version 2016 se veut ouvert. Eh bien, il l'est aussi avec .NET Standard, puisque vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce projet sur GitHub, où il y a un certain nombre d'informations en disant justement quelles sont les classes qui vont être choisies, qui ne vont pas être choisies, et les méthodes, etc. dans .NET Standard. Ouais, donc on mettra le lien également dans les notes de l'émission. Ouais. Voilà, pour moi, c'est pas quelque chose qui va arriver demain. Ça va pas révolutionner votre quotidien en 2016, mais c'est vraiment la grosse annonce qui a été faite ces derniers temps. Et toi, Mitsu Alors, j'ai une petite question, Richard, tu m'entends? Oui. Alors, c'est en cours d'élaboration. Enfin, le projet existe, il y a déjà des trucs là sur GitHub. Oui. J'avais regardé un peu au moment de Init là. C'est déjà standard 2.0. Enfin, ça m'étonne un peu. Enfin, oui, moi aussi, oui. J'ai vu ça fait croire que ça existe en fait, mais il y avait déjà une version 1.0 et 1.1, j'ai vu, et ils ont revu complètement ça dans la version standard 2.0. Et je pense que la version, si je me trompe, mais il faudra aller vérifier dans le descriptif, ils ont fait un tableau qui compare les différentes versions .NET Core, Xamarin, .NET Framework 4.5, 4.5.6, etc. Et le standard est compatible avec le framework .NET entre guillemets classique, le 4.5 ou le 4.6.2, pardon. Mais ce qui n'était pas le cas avant. La version 1.1 et 1.0, elle n'était pas compatible jusqu'à cette version-là.
D'accord. Mais ça existait déjà, ouais. Il y avait moins déjà, je pense, de l'utiliser. Il n'y a pas de date. Non, j'ai vu aucune date. Bon, c'est vrai qu'on l'attend avec impatience parce que quand je prends juste une classe, par exemple, Non, mais HTTP, moi, totalement HTTP Client, impatient, hein. il y en a 250 000, quoi. Ouais. Et alors après, donc là, on va avoir l'homogénéisation au niveau des classes de base. On Oui. a Ils après, n'en parlent pas oui, du tout. Je ne sais pas si c'est 6 mois ou 2 ans, quoi. non, non, mais je pense qu'ils vont aller assez vite. Je pense qu'à la build de 2017, il y aura déjà des informations parce que je pense que le but ultime, c'est peut-être avec Xamarin Forms d'avoir quelque chose qui aussi au niveau de l'interface soit un petit peu plus unifié, quoi. Bah, lors de l'interview avec Scott Hesselman qu'on avait eu l'occasion de faire au MS Experience, en complément, je vais dire, il a parlé un petit peu tout ça et de cette manière, et que pour lui, évidemment, c'est .NET Standard qui est la voie à suivre si on veut faire des nouveaux développements communs pour être à la fois multiplateforme, multisystème, etc. quoi. Ouais. Bien sûr. Après, il y a aussi l'enjeu. Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi une volonté d'enrichir quand même les librairies UWP, hein, qui sont quand même Ouais. Tout à fait. maigres, hein. Et puis comme tu disais, un Portable Class Library, c'est quand même pas la panacée. Donc, il y a déjà eu l'effort sur le langage, hein, qui est open source. Il y a eu l'effort sur le .NET Core, là, qui devient open source également. Il manque les librairies, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et c'est souvent une dépendance bien plus grosse que le reste, en fait. Ouais. Et ouais, j'ai hâte d'avoir plus d'infos là-dessus, moi. À mon avis, ouais, il faudra encore attendre quelques jours, quelques semaines, mais ça va arriver, je suppose. C'est bien. Et pour terminer, peut-être Richard, dernier point. Oui, alors je vous livre en vrac quelques liens qui m'ont intéressé ces derniers temps. Tout d'abord, NuGet qui fait évoluer sa documentation. Bon, pour être clair, c'est essentiellement pour ceux qui veulent créer des packages NuGet. Donc là, c'est un petit peu plus clair et ça simplifie la chose. On a Visual Studio Team Services qui continue d'évoluer, qui maintenant permet d'importer un repository Git directement et qui implémente également Code Search en natif. Alors ça permet de faire bien sûr de la recherche dans son code. Bon, si vous avez qu'un seul projet, vous allez me dire ouais, bon, pourquoi pas, hein, mais je peux faire un contrôle F, ça va aussi vite. Mais ça marche également sur l'ensemble des projets qu'on a dans ces repositories. Donc là, ça commence à déjà être un petit peu plus intéressant. Ouais, ça c'est pas mal. Faire une recherche cross projet, quoi. On a aussi droit à notre preview N+1 de Visual Studio 15. Donc là, on en est arrivé à la version 5. Donc avec la 4, il montrait surtout les avancées du programme d'installation. Cette fois, c'est sur la rapidité de démarrage de Visual Studio qui est mise en avant. Bon, je vous avouerai qu'ils font la comparaison avec Visual Studio 2015, où là, c'est vraiment devenu une catastrophe. Moi, je sais pas quelle est votre opinion, mais moi, à chaque fois que je lance Visual Studio 2015, je vais me prendre un café, et puis après, je reviens, quoi. Ouais. Donc une grosse avancée là-dessus. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu avec Patrick Smakia, ça demande des évolutions au niveau des plugins que l'on met pour Visual Studio. Il y a des améliorations au niveau de l'éditeur de code, au niveau du refactoring, etc. Beaucoup de fonctionnalités qu'on a dans ReSharper qui sont maintenant intégrées dans Visual Studio. Donc tout ça, ça se poursuit dans le bon chemin. Et là aussi, je n'ai pas d'idée de date finale de release de 2015. On a notre Universal Community Toolkit qui passe maintenant en version 1.1 et surtout qui rejoint la .NET Foundation. Alors, pour vous donner une idée, il y a d'autres projets comme Roslyn, Entity Framework, Wix, qui sont déjà dans la .NET Foundation. Donc, on peut dire que c'est vraiment, c'est la classe quoi pour ce toolkit qui est vraiment très intéressant. Donc, on vous avait présenté il y a de cela deux épisodes. Et dans la version 1.1, on peut accéder plus facilement, on peut accéder à de nouveaux services comme LinkedIn, Microsoft Graph. On a des nouveaux contrôles comme le Grid Splitter, le Drop Shadow Panel, le Blade. Alors, si vous connaissez le portail d'Azure, c'est les différents panels là, qui sont dans le portail d'Azure. Ah oui, c'est pas mal ça. Et une nouvelle animation, le Fade Header Behavior, donc qui permet que quand on slide verticalement, par exemple une grid qui a un header, le header disparaît progressivement quand on scrolle vers le bas.
La 1.2 est déjà sur les rails, avec une date prévue pour mi-fin novembre, et même une 1.3 qui est prévue pour janvier 2007. Donc le projet continue à avancer et est plus vivant que jamais, quoi. Et pour terminer, avec nos amis toulousains, où il y a Patrice Lamarche, alias Patrice Bébé, qui a créé un meetup.net, dont le premier rendez-vous a lieu ce soir à 17h. Donc à la cantine, rue de Buisson à Toulouse. Bon, c'est un peu trop tard pour ce rendez-vous, puisque a priori, ce podcast sera diffusé seulement à partir du 18 ou du 19, donc ce sera un peu juste, mais il y aura d'autres moments, d'autres meet-up à Toulouse. Donc là, c'est que le premier, donc je vous invite les Toulousains à aller le rejoindre là-bas. Donc voilà, messieurs, je pense avoir fait le tour des actualités. Eh bien, un grand merci en tout cas, Richard. Toujours très intéressant tes actualités. Merci pour toutes ces infos. Bien, messieurs, je pense ici qu'on arrive vraiment à la fin de l'épisode. Un peu plus long, mais c'est pas grave, c'est bien de temps en temps aussi. Donc, n'oubliez pas en tout cas que nous attendons toujours vos impressions sur ce dernier épisode, ainsi que les précédents, bien entendu. Vous pouvez toujours nous laisser un message de critique, d'encouragement sur notre site devaps.be ou via notre compte Twitter aussi, donc @devapspodcast. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Mitsu. À bientôt à tout le monde. Bientôt Richard. À bientôt Christophe. À bientôt. Merci à vous. Salut. Merci. À bientôt.